Qu'on le mette au fond. Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 26e de la saison ce soir, 26 comme le nombre de buts encaissés par l'OM cette saison, dont la bagatelle de 26 sur lesquels est impliqué Luan Pérez. Mais d'où sort ce crack les amis? Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, vous le savez, apprécie envoyer des messages pour le moins étonnants. En témoigne son dernier en date qui m'a adressé ce week-end une photo sans aucune légende ni contexte de ma gloire. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Je suis obligé de raconter maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose à raconter? En fait, je cherchais, je suis adepte, comme vous le savez si vous êtes un habitué de l'émission, des découpages de Snap. Et en fait, je cherchais un pote dont j'avais déjà découpé le visage dans mon historique Snap, et je suis retombé sur un découpage de Magloire. Et je me demandais ce que ça foutait là. Et je me rappelais qu'à une époque, je faisais des montages avec La Vérité si je mens, bref. Et je me suis dit, il faut que je l'envoie ça à Mathieu. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Mathieu. Et en plus, le truc qui m'a vexé, c'est qu'il est resté en flèche bleue, c'est-à-dire en message non ouvert pendant 2 jours. Jusqu'à ce que j'envoie à Mathieu, va ouvrir Snapchat. Mais tu sais, je n'ouvre plus Snapchat, je reçois plus les notifs, donc il faut me prévenir quand on m'envoie un snap. Monsieur est en couple, maintenant il a enlevé toutes les applications du démon. Non. Je sais pas quoi répondre à ça. Parce que moi, Snap, le jour où je suis en couple, je peux supprimer. Moi, ça me sert qu'à ça. Écoute, après, c'est... Bon, on rentre dans un domaine privé. Mais... C'est le digital, c'est la communication digitale. Avec nous également, le président de la Fédération française des amateurs de salade de riz et de quinoa. Bonsoir Ama. Salut Mathieu, salut tout le monde. Oui, je me nourris bien, Idriss, Marwan. Je vois que c'est café le quoi, mais il faut expliquer un petit peu. C'est bien bon. En fait, les gens savent qu'à moi et Emma travaillons ensemble et nous nous voyons plusieurs fois par semaine au bureau, etc. Et on amène notre petite gamelle le midi. Et moi, j'aime bien manger varié, donc je me fais des plats variés tous les midis, etc. Par contre, Ama, c'est toujours pareil. C'est la dualité. C'est Sheldon Cooper. C'est Sheldon Cooper. Mardi, c'est le jour du riz. Voilà. C'est ça. Exactement. Le lundi, c'est le jour du quinoa. Le mercredi, c'est le jour du riz. Voilà. C'est parce que je me fais tellement plaisir chez moi que justement j'essaye de restreindre un peu au bureau. Le quinoa, c'est un aliment négatif. Ça veut dire que plus tu en manges, plus non, mais je ne mange pas tout seul. J'ai pas de parti, ma foi. Je vais le manger cru. C'est dégueulasse. Tu es fermé des yeux. Non, ça va. Le quinoa, c'est pas. Non, mais en vrai, c'est pas dégueulasse. Ça n'a pas de goût, ça a aucune saveur, ça a aucune personnalité. C'est pour ça que je te dis que je le mets avec d'autres aliments. C'est comme si tu me dis je vais manger du riz blanc. Non, je le mets avec autre chose. C'est normal. Si on devait mettre le quinoa dans la tier list de la bouffe, ce serait dans insignifiant. Ouais, insignifiant. Fade, nul. Je peux pas vous laisser dire ça. Oh là là, un Kabyle qui mange du quinoa, tu te rends compte? Après, passe ta société. Si Amélo, je te regardais, tu te rends compte? Passe ta cuisine. C'est toujours une émission très variée, j'aime bien. Passe ta bouffe, ça peut passer, passe ta bouffe. Passe ta bouffe, c'est pas mal. C'est parti, on va faire des débriefs de Top Chef, Mathieu. Passe ton wok. Passe ton wok. Et enfin, toujours avec nous, celui qui a longtemps rêvé faire une émission spéciale Belaïli ce soir, mais ça, c'était avant que son poulain soit éteint par Leonardo Balerdi. Bonsoir, Merwan. Attends. Non, Mathieu, tu recommences. Non, Mathieu, tu recommences là. Tu peux pas laisser passer ça. Il a éteint qui, Balerdi, là? Mais il s'est fait éteindre par qui, surtout, Youssef? C'est surtout Lirola qui s'est éteint face à Belaïli, surtout. Je le savais. Non, mais déjà là je peinais à me remettre là de Amaïs et de ses repas de bobo, par contre. Mais il va nous annoncer qu'il fait des thérapies par le rire pour évacuer le stress. Suivez Amaïs sur LinkedIn, bientôt il va rechercher un happiness manager. Des émissions et ça y est là. Incroyable. Oh, t'es catalogué par contre, Ama, c'est scandaleux. Hein. Chemise manche courte, quinoa, riz, mais c'est incroyable. Mais est-ce que je me donne sur le terrain? Tu m'as vu jouer? Ah ouais, non mais je t'ai vu jouer, non mais je trouve que tu es un personnage et tu as... Non mais il manque plus que la moustache de Capitaine Crochet, ça y est, on a perdu. C'est
Non, mais c'est fou. Non, mais très très bien, ok. L'émission commence sur ces bases, je suis déçu. Non, mais on se désolidarise de Mathieu sur cette introduction. Ah, complètement. Ah, mais attendez, franchement, vous êtes. Là, c'était pire que la pêche, là. Vous êtes tombés dedans, les deux. On m'en est tendu, là. Dans 2 semaines, on joue les. Franchement, moi, hier, j'avais peur. C'est même pas une perche que j'ai tendue, c'est un poteau, là. Vous l'avez saisi à 2 mains, tous. Hier, j'étais au Phocéen, j'avais peur. À un moment, je vois Balerdi se jeter, je dis, mais attention! J'avais peur qu'il me le blesse. C'est vrai qu'en plus, il n'en fera pas beaucoup, mais bon. D'ailleurs, c'est quand le barrage, là? C'est là, dans 10 jours. Le 24 et le 28 ou 29, je crois. C'est le 25 et le 29, il me semble. Ouais, ça, c'est 25 et 29. C'est 25 et 29. Vous êtes confiants? Pas du tout. Il y a un peu la crotte au cul, non? 65-40. Tu sais pas comment est-ce qu'on va récupérer l'équipe, quoi. Donc, qui tout double, mais le truc, c'est que l'Algérie, normalement, elle ne doit pas être inquiétée par le Cameroun. Ouais. Mais c'est l'Algérie, c'est un peu le Marseille d'Afrique, donc on verra bien. Ah, j'aime bien cette image, ouais. On est capable de se prendre un but de Clinton NG, tu vois le délire, on est un peu comme ça. Donc, on est capable d'éteindre Boubacar sur 180 minutes, mais par contre, NG, on n'est pas capable. Et je le dis sans vanne. Hein. C'est exactement ça. On salue Kusok qui est là, Alan, Great Teacher aussi qui est toujours présent. Merci les gars d'être fidèles au poste. Et les amis, d'ailleurs, on se retrouve cette semaine pour la deuxième partie de notre série Flop 30. Les 30 pires joueurs de l'OM au 21e siècle, une série qu'on vous vend depuis plusieurs mois. Eh bien, c'est le deuxième épisode, ce soir, la deuxième partie. Et on va se concentrer aujourd'hui sur les places 20 à 11. Et quelle place, j'ai envie de dire. Ah ouais. C'est une émission dont on vous parle depuis 2 semaines, tant la liste de joueurs qu'on a sous les yeux là actuellement. Comment dire, c'est légendaire, hein, c'est fabuleux. Franchement, fabuleux. Les places 20 à 11, là, c'est exceptionnel. On vous a fait il y a 2 semaines les places 30 à 21, développées d'ailleurs dans l'épisode de 23, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 2 semaines, pas la dernière émission, 24, celle d'avant. 24. Donc c'est l'épisode 24 que vous pouvez réécouter évidemment. Là, ça parle de qui dedans? Il y en a du Saber Khalifa. Je l'ai affiché le visuel d'Amas sur le Twitch. Je l'ai géré avant de débuter le classement. Donc on va développer, je reprends les places 20 à 11 ce soir. Avec du très lourd. Franchement, on vous l'annonce là. Beaucoup de joueurs récents de ces 10 dernières années, notamment. Je crois qu'il y a quasiment que de ça. Peut-être juste 1 ou 2 joueurs qui sont dans les années 2000. Mais il y a beaucoup de McCourt. Il y a un peu de Mitchell là aussi là-dedans. Enfin, vous allez voir, c'est pas mal. Il y en aura pour tous les goûts. Et donc, vous le savez, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 26. C'est parti, Idriss, jingle. Les places 20 à 11 de ce flop 30, les gars, c'est une série on le répète, hein, on va répéter ce qu'on a dit il y a 2 semaines dans l'épisode 1, mais on a eu beaucoup de mal à établir ce classement. Ça a été très compliqué parce que autant le top 30, bon, ça s'écrit assez facilement, on a à peu près les joueurs qui nous viennent rapidement, mais des chèvres, on en a eu tellement que c'était compliqué d'établir un classement. On a eu beaucoup de divergences, les gars, dans nos classements respectifs. Hein, Mais en fait, il y en a eu tellement que des joueurs qu'on pensait inamovibles au début sont sortis du top, tant on a eu pire. Quand on parlait de nos tops, on s'est dit, mais Bounassar, il doit être dedans, c'est obligatoire. Morel aussi. Et puis on fait les noms et on dit, non, mais tu peux pas mettre Morel parce que c'est toi qui les as mis dedans pour le coup, j'étais pas d'accord sur ça. Non, mais au final, moi je les ai pas mis, ni Morel ni Sarr dans mes tops. Mais du coup, tu sais, en les mettant, tu te dis, mais on a quand même eu lui, c'était pire. On a quand même eu lui, c'était pire. Oh là là, mais il y a lui aussi. Oh là 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 là, mais lui, il a joué autant de matchs, lui. Wow. Ouais. Alors, on fait un petit rappel, on est parti sur un panel d'environ 80 joueurs. Hein. On a ratissé très très large pour ne rien manquer, ne rien rater. Et on a pris plusieurs critères en compte. Déjà, le premier, le plus important, c'est quelque chose qui va déterminer qui a beaucoup déterminé ce classement, c'est qu'on a pris les joueurs qui ont joué au moins 15 matchs. Donc exit les mecs qui sont apparus 3, 4, 5 fois, genre les Torizzi, etc. Ceux-là n'avaient pas leur place dans le classement parce qu'ils sont tellement insignifiants que ça ne sert à rien de les évoquer. Abdenour aussi récemment. Pardon ? Abdenour aussi récemment, il passe pas le cup. Voilà. Qui a joué moins de 15 matchs à l'OM. On a pris en compte donc le montant du transfert et évidemment l'attente qui en a découlé, la carrière du joueur. J'ai bien aimé la formulation que tu as eue, Idriss, le niveau de migraine provoquée et la durée de la migraine provoquée. Ouais, ça a été très important. Quelques moments ridicules aussi, assez marquants. Enfin, vous verrez, vous les reconnaîtrez facilement. Il y en a un qui est adepte. Il y en a un dont on va parler aujourd'hui. Son passage est caractérisé par les moments ridicules.
Et puis, on a, un peu comme le top 30, on a chacun établi un classement de notre côté. On a mis tous en commun, on a fait des moyennes. Et puis ça a donné un flop 30 de qualité, mais qui est subjectif. Hein. Forcément, on n'aura pas, vous, chers auditeurs, vous n'aurez pas tous le même. Et on comprend qu'il y ait des désaccords. Hein. Chacun n'a pas la même sensibilité. Autant sur le top 30, il y en avait 20-25 qu'on pouvait voir dans tous les tops. Et après, une marge d'erreur de 5-6 gars que tu peux changer d'un gars à l'autre. Autant là, je pense qu'à part le top 5, tout le monde peut avoir un top différent. Tout à fait, exactement. Donc c'est ça qui a fait le sel aussi de ce classement qu'on va débuter, les gars. Hein. Alors je rappelle juste rapidement, juste les 10 derniers, donc ceux qu'on a évoqués il y a 2 semaines dans l'épisode 24. Donc on avait 30e Saber Khalifa, 29e Eduardo Costa, 28e Gaël JV, 27e Sergio Coque, 26e José Delphine, 25e Karim Rekik, 24e Stéphane Trevisan, 23e Andrés Mendoza, 22e Stepan Varouchek et 21e Salomon Olembe. Donc bon, déjà, on est parti sur de bonnes bases là. C'était assez varié. Hein. Il y avait de tout. Il y avait du récent, il y avait de l'ancien. Voilà, on est parti depuis on est parti de la saison 2000-2001, hein, si je dis pas de bêtises, avec Trevisan, c'est le joueur le plus ancien dans le top. Voilà, tout à fait. Et là, on va commencer avec la 20e place. Et la 20e place, c'est un joueur qui était encore tout récemment au club. Tout récemment au club, qui est parti l'été dernier. On va commencer avec lui, les gars. On va voir, attendez, j'essaie juste de voir où est-ce que vous l'avez mis dans chacun de vos... Parce que là, il est présent dans tous les classements. Hein. Toi, Idriss, tu l'as mis 14e. Il était 15e chez moi. Et 11e chez moi. Et 11e chez toi, Merwan. Idriss, un match, tu l'as pas mis, je crois. Je crois pas. Tu l'as pas mis, non, effectivement, là je l'ai pas sur le petit PDF, tu l'as pas mis. Il s'agit, messieurs, dames, de Valère Germain. Valère Germain qui ouvre cette émission à la 20e position du flop 30. Notre ami Valère, débarqué à l'OM l'été 2017, en grande pompe presque, j'ai envie de dire. On était tous très contents, souvenez-vous, quand il est arrivé. Et au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Tiens, Idriss, c'est toi qui l'as mis le... Non, c'est Merwan qui l'a mis le plus haut. Tu l'as mis 11e, Merwan. Parce qu'il travaillait au club à l'époque, du coup, il a vécu. Je te laisse ouvrir le bal, Merwan, sur Valère Germain. Je crois que la saison le plus dans le dur, je travaillais au club. Je me souviens d'ailleurs, une embrouille avec les supporters, justement, parce qu'un certain influenceur le traitait de tête de maïs. Et donc, il y avait eu des petites échauffourées, ça l'avait touché. Et finalement, pour revenir sur le transfert au global, moi, j'étais très déçu. Mais j'ai été assez mitigé en même temps parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de circonstances atténuantes. Alors déjà, il arrive, il met son triplé contre Ostende. On se dit, on a le régène de Jean-Pierre Papin. Absolument incroyable, on se dit c'est bon, ça va matcher. Et c'est vrai que finalement il est extrêmement décevant, stérile devant la cage, on a du mal à le trouver, mais en même temps moi je trouve que pour un joueur comme lui qui a besoin de combiner, qui a besoin d'avoir un collectif assez fort autour de lui, sans même parler du débat à 2 ou à 1 devant, mais sincèrement je trouve qu'il a joué avec beaucoup de joueurs qui étaient arrêtés autour de lui et des joueurs qui ralentissaient le jeu. Je pense notamment à Thauvin et à Payet à l'époque qui avaient cette faculté à annihiler absolument tous les ballons qui venaient vers eux. Et je trouve en tout cas qu'il a eu beaucoup de circonstances atténuantes au club. Mais c'est vrai que ça a duré tellement longtemps. Le problème, il a tellement été sur le devant de la scène. Mais ce qui fait qu'au final, on a ce sentiment d'immense flop parce que tu as l'impression de te traîner pendant plusieurs saisons. Gros salaire en plus, donc moi c'est pour ça que je le mets aussi haut et aussi parce que j'étais très déçu pour des raisons qui sont propres à lui et ses qualités ou non. Majoritairement non, mais bon. Voilà. Est-ce que les gars, ce serait pas le moment de démonter cette légende urbaine qui voudrait que Germain soit très bon dans un 4-4-2 et qu'on ne l'ait jamais utilisé dans écoute, je suis pas d'accord avec vous, moi, mais allez-y, c'est intéressant en vrai. Parce qu'à l'OM, tu aurais pu le mettre dans une attaque à 5 où il aurait pu combiner dans la surface avec 4 autres joueurs. Que ça aurait pas pu marcher parce que Valère Germain, c'est l'exemple type du joueur pour qui le maillot est beaucoup trop lourd. Ok, au début ça a bien marché parce que l'euphorie, parce que nouvelle atmosphère au club et tout ce qui s'ensuit. Mais rappelez-vous, Valère Germain, il perd très vite sa place dans la saison de 17-18. Parce que quand on a le match face à Nice en septembre, il est déjà pas titulaire, c'est N'Ji qui lui passe devant parce que Mitroglou est arrivé mais il est toujours blessé. Et Rudy Garcia préfère mettre N'Ji que Valère Germain sur le terrain. Mais pourquoi, à ton avis ? Parce qu'il n'était pas bon. Mais parce qu'il jouait seul devant aussi, c'est vrai. Mais je pense qu'il est meilleur à 2 qu'à 1,
comme 90% des attaquants. Il y a 90% des attaquants qui seront meilleurs avec un gars près d'eux que tout seul. Mais pour le coup, moi je pense que tu aurais pu, dans n'importe quel système, Valère Germain n'était pas fait pour ce club. Ah, malgré l'histoire, le père qui est une légende du club, hein, faut pas avoir peur des mots, qui jouait le titre avec le Paris Saint-Germain au début des années 90, qui a tout lâché pour venir jouer avec l'OM en Ligue 2, membre titulaire de l'équipe de 89-91, bon bref, l'histoire était belle pour lui, c'était bien, c'était beau. Maintenant, ce maillot était beaucoup trop lourd. Et comme Merwan en a parlé, le salaire de 318, 320 000 euros mensuels, ça en fait un salaire de gros cadre dans l'effectif, à peser lourd dans les finances du club. Après, le club lui a donné, il va pas le refuser, hein. Même moi, je les accepte. Mais ça rentre en ligne de compte quand on essaye de lire le passage de Germain à l'OM. Et le fait est que c'est duré, la durée du contrat, c'est-à-dire 4 ans, 5 ans 4 ans. 4 ans, du coup, de 2017 à 2021. Ans, oui. C'est que quand même, Valère Germain, on a parlé en début d'émission sur les critères de durée de mal de crâne. Il y a quand même près de 120 matchs à l'OM et des maux de tête dus à Valère Germain, il y en a un paquet quand même. Ahmad, tu l'as pas mis dans ton classement. On réagit pas du coup sur le débat de deux attaquants? Vas-y Marwan, tu souscris à cette théorie qui voudrait qu'il ait jamais été mis dans les meilleures conditions? Bien sûr que j'y souscris, parce que encore une fois, c'est un joueur qui a des qualités intrinsèques qui sont pas incroyables, mais c'est un joueur très intelligent. Et pour le coup, quand tu évolues dans un collectif aussi bête, c'était un problème. Et il y a des gens et notamment vous en faites partie, vous dites que Messi il a évolué à deux, notamment avec Balotelli. Je crois que c'est 8 ou 9 matchs, ils évoluent ensemble sur 3 ans à l'OM, donc c'est pas mal quand même. Représentatif. Bah non, c'est peu, c'est extrêmement peu comparé au nombre. Non, mais c'est extrêmement peu. Et puis même, il y a des accroches à trouver. Et surtout, regarde, tu parlais du cas NG, c'est super intéressant. On peut même parler du cas Dieng actuellement. C'est des joueurs qui sont hyper verticaux. Et justement, parce qu'on avait un collectif qui était incapable de créer de l'incertitude et qui jouait arrêté. Donc forcément, en fait, ces joueurs-là, ils passaient devant. Pourquoi ? Parce que c'est des joueurs qui ont ces qualités justement d'apporter de la verticalité, de l'impact, chose que l'OM était incapable de produire collectivement. Et forcément, quand tu as un joueur qui est plus horizontal que vertical, Germain, il va rien t'apporter de plus. Qu'il soit à 2, à 3, à 4, à 5, tout seul. C'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux. Maintenant, là où je tempère, c'est parce que arrivé à un moment, on l'a vu rater des gestes d'une simplicité. Oui, ça, je suis d'accord, bien sûr. Ou à des moments, on s'est même demandé s'il avait encore quelque chose à faire dans le football professionnel, quand même. Et après, aujourd'hui, il est à Montpellier. Ça se passe pas très bien non plus pour lui, mais bon, je suis content qu'il soit quand même dans un club un peu plus discret parce que c'est quand même un joueur pour qui on a de la sympathie, parce que Merwan en a parlé. C'est un joueur qui a vécu il y a beaucoup de circonstances atténuantes sur son passage. Après, je laisserai parler à Ama, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais c'est juste un truc, parce qu'il y a quelqu'un qui a deux doigts de me traiter de raciste dans les commentaires parce que j'ai comparé NJ. Ouais, relève pas. Ça... Mais les Clinton, enfin, en plus, non, mais j'ai pas parlé de qualité. Je dis que c'était deux joueurs qui apportaient la verticalité dans un système. Je dis que c'est les mêmes joueurs. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de circonstances atténuantes. On a envie d'avoir de la sympathie pour lui. Maintenant, Valère Germain, il coche beaucoup trop de cases. Prix du transfert, bon ok, c'est 8 millions d'euros, mais c'est surtout l'été où il arrive et le salaire qu'il prend. Il arrive à l'été 2017. Et à l'époque, je pense qu'on était tous contents de voir arriver Germain, puis quand on a pris son salaire, on s'est dit oula. En fait, ça c'est un salaire de titulaire, ça c'est pas un salaire de remplaçant. Et nous, Germain, on n'en voulait pas comme titulaire, rappelez-vous. Parce que c'était l'été où on parlait de Diego Costa, d'Agüero, tout ça, et Germain, on s'est dit en complément, un peu comme ce qu'il faisait à Monaco derrière Mbappé, Falcao, c'est très bien. Sauf que derrière, on s'est rendu compte que le gars était pas là juste pour être un joueur de complément. Et Héros qui dit en conférence de presse, c'est lui, autre grand attaquant, je sais pas quoi. Ouais, après ça, c'est JH. Bon, bref, je laisse parler à Ama. On n'en parlait pas en équipe de France l'été, là, quand il y a eu si. En tout cas, non, mais passe décisive. Il en parle même lui-même. On lui pose la question justement après les 5 buts qu'il met en qualif de Ligue Europa. Là, et il dit ce n'est pas une question taboue. Mais en enchaînant de bonnes performances ici, l'OM est un club médiatisé, c'est vrai que ça peut ouvrir certaines portes. L'équipe de France, c'est un objectif, c'est sûr, ça doit l'être. C'est ce qu'il dit. Incroyable. Tu lis ça en 2022, tu éclates de rire. Mais même en 2017, moi je... oui, mais c'était moins fou déjà. Tu vois, parce qu'il sort d'une saison champion avec Monaco. Mais bon, après, certes, c'est un phénomène, mais il se fait jeter sur le banc par un gamin de 16 ans quand même. Ouais, puis, on tempère. Après, le gamin de 16 ans, bon. Oui, d'accord, c'est Kylian Mbappé, certes, mais bon, voilà.
Non, puis le truc c'est avec Germain, c'est qu'il y a trop de moments. Là, il y a la photo là de sa chute contre Amiens, là, ce dernier match avant le confinement. Le pauvre, parce qu'en plus, il y a trop parce qu'en plus, c'est même pas. En fait, c'est le truc qui est con sur cette image, c'est qu'il fait vraiment un bon match ce jour-là. Là, il sort d'un effort où il traverse toute la diagonale du terrain pour emmener le ballon le plus loin possible de la cage. Il tombe, ça arrive. Il se fait tomber, le défenseur amiénois, il est beaucoup plus fort que lui, il tombe. Et derrière, l'équipe amiénoise traverse tout le terrain et il marque. Et du coup, on retient cette image alors que le pauvre, il avait fait quelque chose de bien au départ. Il y a trop d'images de lui comme ça. C'est Alan qui le dit dans le chat, son plat du pied contre Bordeaux l'an dernier. C'est fou. L'occasion contre l'Atlético qu'il a traîné, je pense qu'on en a déjà parlé dans l'émission. Moi, pour le coup, ça, je le défends. Et même ça, je viens de voir ses stats, la première saison, je me rappelais plus, il marque son premier but en Ligue 1 en décembre. Je crois que c'est contre Monaco. Je crois que c'est contre Monaco. Non, contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne journée. Il fait pas une bonne saison. Plein d'éléments qu'il a traîné longtemps, quoi. Vas-y, Ama. Non, juste pour revenir sur le débat du deuxième attaquant, pas deuxième attaquant. C'est vrai que la meilleure période de sa carrière, donc, il était à Nice, à Monaco, il joue en soutien d'un attaquant, mais paradoxalement, l'enflammade qu'il y a eu à Marseille, il était seul en pointe. Les 5 buts qu'il marque l'été lors de son arrivée contre Ostende et Domzal, il est seul en pointe. Et c'est pour ça que les gens se sont enflammés en disant ça y est, on a peut-être la bonne pioche, etc. Et d'ailleurs, quand je dis les gens, les médias se sont enflammés. Surtout les médias. Et même lui-même, parce que en me renseignant sur ce qu'il se disait à l'époque, j'avais en souvenir en tête, vous savez, le truc, ouais, si Germain avait plus de tatouages, etc. C'est vrai, ça, je m'en souviens. Et je croyais que c'était un truc de Twitter, moi. Mais en fait, non, parce qu'il y a un journaliste qui lui pose la question sur les tatouages, il répond, j'en ai déjà un petit, mais ça me suffit. Je ne sais pas si, quand vous dites avec quelques tatouages, en plus, ma cote serait plus importante. Voilà, ma cote, c'est que je suis à l'OM, etc. Mais en gros, c'est revenu à ses oreilles. Et mine de rien, ça fait partie de sa réflexion. C'est drôle. Cette époque-là, on se disait, s'il était argentin, tanana. Donc, je pense qu'en vrai, ses débuts fracassants, entre guillemets, parce que c'est juste contre Ostende et Domzal, lui ont desservi parce que peut-être que lui-même s'est cru un peu trop beau. Je sais pas. Après, t'as raison, mais aussi pour parler d'un autre truc. Rapidement, après, on passe à quelqu'un, parce qu'on passe beaucoup de temps sur Germain. Il y avait aussi un truc où, tu sais, quand tu te fais critiquer de tout part dans les tribunes, même dans le vestiaire, il sentait qu'il y avait certains coéquipiers qui le regardaient un peu de travers après certains matchs ou qui discutaient un peu dans son dos. Certains pour mettre Mitroglou, d'autres pour mettre Balotelli ensuite, d'autres pour mettre Benedetto. Il avait toujours l'impression d'être contre tout le monde. Du coup, il se refermait un peu dans son ego et de se dire non, mais si t'es là, c'est que t'as ta place et que tu le mérites. Et donc, cette envie de sans cesse devoir se revaloriser, un peu psychologiquement parlant, par rapport à ce que fait depuis des années Bruno Genesio. Qui a un peu un complexe d'infériorité de se dire mais si je suis critiqué de partout, c'est moi qui vais devoir me faire ma pub, tu vois. Donc de se dire regarde, ils veulent Benedetto, il est pas forcément meilleur que moi, mais c'est peut-être parce que juste il est argentin, tu vois. Il s'est un peu fermé cette image, et puis on en a parlé. Les influenceurs marseillais, notamment Mohamed Eni, n'ont pas aidé à la lecture de son jeu. C'était dur. Ça a été un peu dur pour lui. Je trouve ça dégueulasse par contre. C'est imprégné. Dites-vous, il y a des mecs qui venaient au centre d'entraînement, ils lui disaient tête de maïs. Non, ça c'était ignoble pour lui par contre. En fait, et sincèrement, c'est un des joueurs de l'effectif de l'époque que j'ai côtoyé qui était le plus gentil. Vraiment un mec très gentil. Ça se voit que c'est un mec adorable, mais c'est juste, c'est pas le bon club pour lui. Le club était trop gros. C'est que l'Olympique de Marseille, c'est un club qui te broie. Si t'as pas le caractère, si t'as pas le mental, ça te broie. Et on en a trop vu, surtout sur la marque courte, des joueurs comme ça. Allez, et juste pour conclure, rapidement, parce que moi je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis parce que mine de rien, je sais pas, j'avais un peu d'affection pour lui par rapport à son intelligence de jeu. Quand il était en confiance dans ses déplacements, il était vraiment très 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 bon. Tu vois, il ouvrait les espaces pour les autres, etc. On n'a pas eu beaucoup d'attaquants qui avaient ces déplacements. Il a marqué pas mal de buts On avait un effectif assez bête, donc forcément, non, sur la saison 17-18, en termes de QI foot, il est top tier. Hein. Et puis même, il a marqué pas mal de buts de la tête alors qu'il n'a pas le physique pour. Et il est marqué grâce à sa science du déplacement. Mais après, comme vous dites, oui, il y a eu trop d'images marquantes négatives et sa place est méritée. Mais moi, je ne l'avais pas mis dans ce classement pour ça. Voilà.
C'est Alan ce qui dit la bosse qu'il a eue lors de Rennes OM en 2019. Voilà. Encore une image à ajouter à la Germain Banterera de son passage à l'OM. Allez, on passe au suivant, les gars. 11 minutes sur Germain, c'est beaucoup déjà. Hein. Ouais, mais ça a été un joueur clivant, quoi. Oui. Je pense par contre, là, il y en a qui vont être un peu plus expéditifs là, sur les prochains joueurs. Ouais, je pense même pas que je vais parler. Bah si, je vais te lancer sur le 19e parce que je crois que c'est toi qui l'as mis le plus haut. Tu l'as mis 7e. Il est 18e chez Merwan. Et étonnamment, Idriss ne l'a pas mis. Et moi, je n'ai pas mis non plus parce que je trouvais ça sévère. C'est Nemanja Radonjic qui est 19e de ce classement des pires joueurs de l'homme au 21e siècle. Ben, Ama, tu l'as mis 7e. Franchement, c'est haut, je trouve. Hein. Ben, j'ai pas le souvenir de beaucoup de joueurs qui ont été aussi nuls que lui par rapport à l'investissement qui a été mis sur lui. Idriss a coutume de dire oui, les joueurs ne sont pas responsables de leur investissement, et je suis d'accord, mais mine de rien, ce type, on le paye 14 millions d'euros. 12. Et il a... Ou 12. Bon, 13, allez, 13. Hein, et il est extrêmement nul. Je ne sais pas quelle est sa qualité à part aller vite. Ben voilà. Balle au pied, c'est un désastre. Football. C'est un joueur d'instinct. C'est un joueur d'instinct. Il n'a pas de QI de football, il n'a pas de technique. C'est un joueur d'instinct. Il laisse la nature faire. Il prend le ballon et derrière, il se laisse guider. Vu l'investissement qui a été fait sur lui, je m'attendais à autre chose. On a ramené un joueur qui n'est pas fini et qui, au moment où on se parle, n'est toujours pas fini. Sauf qu'il a 25 ou 26 ans. C'est ça le problème. 96. Donc il va faire 26 ou il a 26. Vous vous rendez compte? C'est quoi les références de sa carrière? Le truc, c'est que tu as l'impression avec lui qu'il est fini. Et quand tu le finis, en fait, il n'est pas fini. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Il a un plafond de verre. Et surtout son plafond de verre, il est très bas. Tu vois, je viens de vérifier sur les 10 dont on va parler aujourd'hui. C'est celui qui a coûté le plus cher. Non, mais pour moi, c'était une évidence de le mettre, même si c'est très récent. Peut-être même qu'il appartient encore au club, je crois. Oui, il appartient encore au club, techniquement. Bah, c'est un flop monumental, Nemanja Radonjic. En plus, le pire du pire, moi, ce qui m'a énervé, et j'avoue, qui m'a poussé à le mettre un peu haut, c'est ces défenseurs qui disent après 2-3 buts, et ouais, voilà, il faut le mettre. C'est parce qu'il manquait de la confiance de Rudy Garcia, ce qui était un peu vrai en partie, et je faisais même partie des gens qui défendaient lors de la première saison. Oui, c'est vrai. Gestion catastrophique de Garcia, c'est vrai. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu de la part de Rudy Garcia, mais quand il a joué, il était abominable. Enfin, j'essaie de ne pas rester insultant, donc j'utilise d'autres mots, mais je pense d'autres mots en fait. Il était à chier. Et toute sa carrière était à chier. Il a craqué. De gros mots, il a craqué. Non, je parle de sa carrière qui a chié. Je ne parle pas de sa personne ou de son foot. Mais franchement, pour moi, sa place est entièrement méritée. Ah bah, il bouffe du quinoa, il fait du yoga et il arrive à craquer en parlant d'un Serbe. Idriss, il y a Alexton qui te dit Idriss, on te parle. Ah bah alors moi j'étais pas, je faisais pas partie des fans aveugles. Moi je suis un fan très lucide. C'est juste que moi je m'en fous de la réussite du club. Moi j'aime le chaos, j'aime le fun, j'aime le divertissement. Je suis très conscient de ce qu'est capable de faire Radonjic sur un terrain, surtout ce qu'il sait pas faire. Mais moi, ça me fait rire, voilà. Je me dis, quitte à ce qu'on perde, on va faire des saisons de merde, on va mal jouer, on se qualifiera pas en Ligue des Champions. Tant qu'à faire, amusons-nous. Et ce joueur-là me casse le ventre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est incroyablement nul. Il sait pas ce qu'il fait sur un terrain. Il a aucune notion tactique. Il sait pas dribbler un joueur alors que le mec il va à 2000. Mais par contre, il peut aller courir droit vers un poteau de corner, oublier le ballon au milieu de sa course et continuer et trouver ça normal. Donc moi, ça me régale. Interprété par Alain Chabat, vous vous souvenez de ce film Didier? Oui, excellent. C'est pour ça, Radonjic. Mais pour le coup, en fait, moi, c'est genre hyper frustrant parce qu'intrinsèquement, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont son talent. En général, hein, je parle par rapport à la moyenne des joueurs. Hein. Mais que le mec, en fait, il arrive constamment à foirer. T'as l'impression qu'il n'a pas forcément envie de mettre la rigueur qu'il devrait avoir pour écouter, se réformer ou du moins respecter le jeu. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, et c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans le top, hein, parce qu'en soi, il fait pas non plus un passage catastrophique, c'est plus parce qu'on paye ce prix-là et qu'on en avait des attentes qu'il est là. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, ces joueurs-là peuvent potentiellement dominer sur le circuit. Ça peut être des joueurs dominants, des joueurs complètement méta par rapport au foot actuel. Et ben en fait, ils font rien du tout. J'ai mis les buts sur Twitch. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Moi, vraiment, je sens rentrer. En fait, je cherche pas à te piquer ou quoi. Mais pour moi, il va juste vite.
Vraiment. Quelle autre qualité tu trouves? Ok, moi, en fait, il y a un truc quand même. Les buts qu'il met, ils sont pas faciles. Il y a un truc, moi, que j'admire chez les joueurs, c'est notamment la répétition des gestes techniques à très haute intensité. Je trouve que les mecs qui arrivent, ne serait-ce qu'à conserver une conduite de balle fluide, quand ils vont aussi vite, ça prouve que déjà ils ont du ballon. Et le truc, lui là. Après, ce qu'il en fait, les choix qu'il fait derrière, ça c'est autre chose. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on peut lui reprocher. Mais techniquement, je pense que quand il a un ballon, il est capable de la mettre à peu près où il veut. De face à la cage, sincèrement, comme a dit Idriss, il a le sens du but. Il sait pas ce qu'il veut. Comment tu veux qu'il la mette quelque part? Il sait pas ce qu'il veut. C'est ça le truc. Donc ouais. Enfin, c'est le même problème. Enfin, et encore qu'avec Balerdi, par exemple. Balerdi, tu sens qu'il a du ballon, tu sens qu'il a une idée du football. Mais ça, simplement dans sa tête, c'est complètement à l'ouest, tu vois. Malheureusement, il y a de gros problèmes à la prise d'information. Le mec, il arrive jamais vraiment à s'insérer dans un collectif. Il y a des erreurs d'inattention qui sont hyper gênantes. Radonjic, je me souviens de moments où il doit faire la passe, il la fait jamais. Le mec, encore une fois, il va essayer d'éliminer 2, 3, 4 joueurs alors que tu as une passe. Enfin, il respectait pas le jeu, sincèrement. Et j'ai un problème avec ces joueurs-là, c'est qu'en fait, ils sont peut-être pas destinés à aller aussi haut que la sensation de frisson que tu as quand tu les vois. Voilà. Alan qui nous demande ne compte pas passer l'image quand tu devais remplacer NG et se moquer de lui. Je vois pas du tout. Moi, je vois de quel match il parle, mais j'ai pas retrouvé l'image. Ah, moi non plus. Moi, je vois parce qu'en fait, il était en train de se préparer sur la touche. Et il y a Rudy Garcia qui l'appelle pour remplacer NG. NG est prêt à sortir et lui il est en train de regarder ses crampons et de se foutre de sa gueule. Il est en train de dire ah tu sors. Je me rappelle de cette image, je l'ai cherchée mais je la retrouvais pas. C'est incroyable. Il se foutait de sa gueule, il était mort de rire. Tiens, Garcia qui le remue un peu, qui dit allez, rentre dans le match. Est-ce que pour conclure sur Radonjic, juste j'étais en train de regarder. Attends 2 secondes. Oui, mais oui, mais j'ai oublié, c'était tout un pan de mon argumentaire, ça aussi. Je vais te lancer. Oui, c'est pas juste un imbécile sur le terrain, c'est un réel imbécile dans la vie. C'est que je viens de regarder, le mec, c'est 62 matchs, bon, avec des matchs avec 3 minutes de temps de jeu, mais c'est 62 matchs, 7 buts en l'espace de 3 ans. Magnifique. C'est fou. Oui, Merwan, il faut que tu nous racontes, tu l'as déjà raconté dans l'émission, mais franchement, on s'en lasse pas, pour ceux qui l'ont jamais entendu. Est-ce que tu peux nous raconter, vas-y, cette anecdote que tu as de Radonjic quand tu travaillais au club? Ok, bon écoute, quand tu travailles dans un club de foot, généralement, tu as les numéros des joueurs de foot, donc pour des soucis de communication ou quoi, d'accord. Donc j'avais le numéro de Radonjic, du moins j'avais réussi à l'avoir. Et c'était un joueur que j'aimais bien, voilà, un peu pour les mêmes raisons qu'Idriss, c'est le genre de joueur frisson que tu kiffes. Et donc j'avais beaucoup d'attentes, et puis au moment de partir du club, donc j'avais ajouté Radonjic sur Snapchat et sur WhatsApp, et en fait donc je l'ajoute, et effectivement tu vois les photos de profil que ces mecs ont là, et de manière assez étonnante, j'ajoute Radonjic, je lui envoie un message pour avoir un maillot signé, avant que je me tire, je fais vas-y on se capture Marseille et tout, tu me signes un maillot, je me tire. Et en fait, je vois sa photo de profil, je zoome, attends, mais il y a un problème. En fait, ce gars-là, vraiment, ne me demandez pas pourquoi. On en a parlé plusieurs fois, je ne comprends toujours pas pourquoi. Il avait sa photo de profil, c'était Grégory Vanderville avec un maillot vintage de Manchester United. D'accord. Donc, une photo que vous pouvez retrouver sur Internet. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris pourquoi il avait cette image. Et vraiment, j'ai beau retourner le problème, je comprends pas. Voilà, il avait cette photo-là sur WhatsApp en photo de profil. Incompréhensible, tu vois. Vraiment. C'est un crétin. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit, en fait, ce mec-là, faut accepter qu'il n'est pas fini. Voilà. Et moi, j'avais parlé avec des gens, des jeunes qui le côtoyaient quand il s'entraînait avec les pros. Son meilleur pote dans le vestiaire, c'était Tchaïta Tsar et Chabrol. Ça a quand même aucune cohérence. Ouais, Chabrol, apparemment aussi. Ouais. Et un jour, on m'a raconté, bon, c'est pas Florian, c'est quelqu'un d'autre, qui me disait le gars communique en onomatopée et en mots-clés. Parce que c'est un baiser, c'est un pardon. Dans le vestiaire, maison Fortnite. Voilà, c'est tout, c'était pour se dire quand on rentre. Alan nous a retrouvé la scène de remplacement d'Engie. C'est exceptionnel. Il regarde, il rigole. Il est mort de rire. C'est un crétin. Je pense vraiment que genre, ça peut vraiment être un excellent pote. Mais moi je kifferais. Mais qu'est-ce que je kifferais être pote avec lui. Oh putain, je retweet, c'est énorme. Du coup, il se fout de sa gueule. Mais en fait, il n'y a pas la scène complète. Mais t'as vraiment Rudy Garcia qui est à côté et qui le secoue. Ah non, c'est exceptionnel. Parce que le gars est mort de rire.
C'est une pépite. Il est trop con. Et bon, bref. Je me rappelais pas du tout de ça. Non, mais moi je me rappelais. Podcast, on va le relayer sur le compte de Merci Alan. Faut aller voir. Faut aller voir sur le compte de Passe ton ballon. On va le retrouver. C'est extraordinaire. Il a le regard vide. Tu sens que. Tu sais, quand vous et moi, on ne parle pas. Bon, moi, ça m'arrive très peu. Mais tu sais, tu réfléchis, tu penses, il se passe quelque chose dans ta tête, ton cerveau travaille, il t'envoie des images. Lui, je pense vraiment que quand il ne s'exprime pas, il y a des vagues. Ah, c'est genre, tu sais, il se passe rien. Rien. Comme le dit les Clinton, Radonjic était un roi. Je pense qu'il faut conclure sur ça, les gars, sur Radonjic. Je suis tellement déçu que Sampaoli n'ait rien pu en faire. Ça aurait été drôle. Sampaoli, les crises de nerfs qui tapent à cause de lui. Ah. Oh là là. Au bord de l'apoplexie. Ah, mais pire. Le bord du meurtre. Allez, les gars, on passe au 18e. On a bien démarré. On vous avait prévenu que ça démarrait fort et ça va continuer là, avec le 18e. Je crois que c'est le premier joueur de ce flop 30 qui fait l'unanimité. Il a été mis dans tous nos classements, les gars. Toi, Idriss, tu l'as mis 19e. Moi, je l'ai mis 9e. Je l'ai mis très haut. La haine. Où est-ce qu'il est chez Merwan? Cher Merwan, il est en 2 fois. Il est 17e et 13e. Va comprendre. Mais Ama, tu l'as pas mis, je crois. Non, Ama, tu l'as pas mis. Tu l'as pas mis, le 18e de notre classement de flop 30. Puisqu'il s'agit, messieurs, dames, de celui dont il ne fallait pas prononcer le nom. Le numéro 11, Romain Alessandrini, qui est 18e de ce classement. Les gars, franchement, Alessandrini, c'était. Est-ce qu'on est sur l'échelle Radonjic là, on est situé où là? Est-ce qu'on est plus haut, plus bas C'est-à-dire sur l'échelle de quoi? C'est meilleur footballeur. En termes de football, Non, il est meilleur que Radonjic quand même. Ils font pas le même sport, même, je te dis. Faut pas déconner. Vraiment. Mais les gars, vous rigolez, mais si t'exclus le mental, je pense que Radonjic, je pense qu'il fait des choses qu'il y a peu de joueurs qui peuvent faire. Ouais, mais oui, mais c'est comme si tu me dis je te donne une Ferrari 911 mais que tu mets ma petite sœur au volant. C'est... on est d'accord, ouais. Oui, d'accord, la machine de base est sans doute très bonne, mais il y a personne aux commandes, il y a rien, il y a le singe d'Homer Simpson à l'intérieur. Alors qu'Alessandrini, quand même, il est capable de formuler une phrase. Je pense que Radonjic, même en serbe, il n'en est pas capable, alors que c'est sa langue maternelle. C'est vrai, on est d'accord. Mais enchaîner sur Alessandrini, moi en vrai je parlerai après parce que c'est un cas intéressant. Vous attendiez à quoi, Matt, toi, moi j'avais beaucoup d'attentes autour de lui. Il arrive avec un certain statut, Stade Rennais, tu le vois mettre des buts magnifiques, des reprises de volée en lucarne, équipe de France. Les dédicaces à l'OM quand il marque à Rennes. En plus, il arrive avec le mec natif de Marseille, il a joué au Chartreux, etc. Je te dis, putain, c'est super ça, c'est le mec idéal pour ton club, quoi. Et même t'as cet espoir lors de la première saison parce que ça se passe pas très bien avec Bielsa. Il joue pas beaucoup, mais bon, tu te dis allez, peut-être qu'avec un autre entraîneur comme Bielsa part, ça peut le faire. Pour le coup, c'est pour sa défense parce que pour le coup, quand il rentre, il est vraiment meilleur que Thauvin, mais Bielsa a une obsession avec Thauvin qui fait qu'il enlève pas Thauvin du 11 alors que Alessandrini mérite amplement sa place. Mais après, la saison suivante, par contre, c'est pas possible. Sous Mitchell, c'est un désastre. Il est catastrophique. Il se pointe avec ça. Mais la photo là. Les amis, toutes mes excuses. En fait, sur le live Twitch, on avait mis des vidéos pour illustrer le débat sur Germain, sur Alessandrini, sur Doria. Et malheureusement, en tant qu'imbécile de technicien en chef, je n'ai pas baissé le son, je n'ai pas coupé le son d'une vidéo en particulier où on montrait les plus grands ratés de Romain Alessandrini. Et par conséquent, le son surpasse celui de notre débat et il est impossible à récupérer. Je vous présente toutes mes excuses, mais du coup, il vous manque un bout du débat sur Romain Alessandrini. Toutes mes excuses, les amis. Bonne écoute. Parlez très très mal de Tonton. Hein. Je ne vais pas citer le numéro 24 de l'époque, mais voilà. Et en plus, souvenez-vous, quand il arrive à l'été donc 2014, et il a ce match contre Rennes là où il met un superbe coup franc. Tu te dis putain, franchement. Il y a le match contre Saint-Étienne, il donne 2 passes décisives à Batshuayi. Il fait des bons débuts. Et oui, il rentre contre Saint-Étienne avec Batshuayi, c'est vrai, il fait 2 doubles passes D. Non, mais il est bon, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. La saison Bielsa, il est vraiment bon. C'est vraiment bien. Là, pour le coup, nous ici, on est vraiment des fans de Tonton, mais c'était un vrai défaut, c'est que Thauvin était vraiment mauvais et que Alessandrini était clairement le titulaire à avoir, mais que Bielsa avait une obsession pour Thauvin qu'il mettait à chaque match. Ça, pour le coup, on peut lui accorder ça, Alessandrini. Maintenant, la saison d'après, c'est pour moi une masterclass de tout ce qu'il y a à ne pas faire dans une saison, surtout quand dans un club comme l'OM qui est en crise. Tu l'as dit, les célébrations alors que la saison est pourrie, les déclarations pourries, toujours dire ouais mais on n'est pas bon mais vous vous attendiez à quoi, j'ai toujours la tête là, toujours à faire la gueule, les coiffures peroxydées,
Rappelez-vous, les crazy skills de Lino. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors, l'ami, on va le recevoir parce que là, la fin de saison approche de Passe ton ballon. On va recevoir Lino de toute façon avant la fin de saison, c'est obligatoire. Il est quand même, il a quand même déposé une marque, les crazy skills d'Alessandrini. Le mec, on ne prononçait plus son nom, c'était devenu Voldemort. Le numéro 11, c'est quand même à un moment donné, il faut pas déconner. Oui. Non, vrai. Elle est ignoble. Il ratait tout. Dès qu'il rentrait, des contrôles alors qu'il n'était même pas marqué, rien. Il jouait pas. La saison du rachat, il est là à bouder parce que Thauvin est revenu. Du coup, Thauvin a repris sa place. Sauf que la saison du rachat, Thauvin est 1000 fois meilleur que quand il est parti. Et du coup, il boude. Il part au Galaxy. Ah ben, je suis enfin libéré. Nique ta race. Non, en vrai, le pire, c'est que c'est ça. C'est que l'histoire était belle. J'ai mis la photo sur Twitch. Quand, avec Rennes, il marque au parc. Rappelez-vous, je sais pas si vous vous rappelez ce match, mais Rennes est à 9 contre 11 contre le PSG Qatari, le PSG de Zlatan, de Verratti, de tout ça. Il marque, il gagne 2-1 avec Rennes. Il va célébrer en regardant toutes les caméras de Canal, en faisant le signe OM. Il va dans toutes les caméras à dire pour moi c'était un match important, je voulais gagner pour mon club et pour ma ville. Il a eu pas mal de blessures aussi, non ? Il se fait les croisés avant d'arriver à l'OM. Et à l'OM, il est souvent blessé. Il est souvent blessé, il a pas mal de pépins, notamment la saison du rachat avant de partir, ce qui précipite son départ. Et du coup, avec le retour de Payet en janvier, là pour le coup, il est définitivement poussé vers la sortie. Gros gâchis. Franchement, c'est un gros gâchis parce que lui, pour le coup, le critère premier de sa présence dans le top, c'est attente à l'arrivée. C'est que l'histoire était belle. Et lui, au contraire de Germain, on pouvait pas se dire le maillot est trop lourd, tout ça, parce qu'il avait montré un très gros caractère quand il était à Rennes. On l'a dit, équipe de France et tout et tout. Pour le coup, quand il est à l'OM, il plonge directement, il sait pas prendre son mal en patience. Et lors de la saison Mitchell, faut pas oublier que quand il arrive la saison Bielsa, c'est parce que le départ d'Andrayou est programmé. Et que finalement Andrayou part pas et du coup il est là pour être remplaçant, mais à la base il vient pour être titulaire parce qu'Andrayou, le club s'attend à ce qu'Andrayou parte à tout moment. Sauf que Bielsa retient le joueur et du coup il reste une saison. Mais la saison Mitchell, il aurait dû être avec Batshuayi, avec Lassana Diarra et avec Nkoulou normalement les cadres de cette équipe, ce qui n'a pas été. Et au-delà de ne pas être un cadre, ça a été un boulet. Quelque chose à rajouter sur Alessandrini, les gars ? Ou non, il est beau, voilà. C'est vrai, je suis étonné de ne l'avoir pas mis alors que je partage tout ce que vous avez dit. Ça fait partie des oubliés. Mention spéciale à sa carte FUT cette année. Voilà. Alors attendez, parce que là je viens d'aller sur la fiche Soccerway du prochain joueur, mais je vais vous envoyer le lien là sur le chat là, quand on aura dit, parce que c'est exceptionnel, ils se sont plantés mais de manière monumentale sur la photo, c'est extraordinaire, je vais vous l'envoyer. On va passer au 17e du coup, je vais vous l'envoyer quand je l'aurai dit. 17e, alors est-ce qu'il est dans les classements respectifs moi il y est, c'est sûr. Oui, toi tu l'as mis 13e Mama, ouais, il est 24e chez moi et il est 14e chez Merwan. Et toi Idriss, tu ne l'as pas mis. Ah, c'est vraiment un oubli. Moi quand je l'ai vu chez vous, j'étais content, je me suis dit ah bébé. Tu ne l'as pas mis. Il s'agit, messieurs, dames, le 17e de Mamadou Samassa et je vous envoie sa fiche Soccerway dans le chat. Regardez-moi cette photo magnifique, c'est extraordinaire. Franchement, je sais pas où ils sont allés la chercher, sa photo. C'est un truc de fou. Ah ouais, non, il y a un bug, oui. Tu sais, je voulais aller voir le nombre de buts qu'il a mis à l'OM en une saison, mais je suis tombé sur ça, c'est extraordinaire. Ah, c'est Sergio Samassa, là, c'est pas pareil. Comme le dit Greg Teacher, ça massacre, ça lui va bien. Il doit avoir 3 buts à l'OM en toute compétition confondue, je crois. Ama, tu t'es esclaffé quand je t'ai dit est-ce que tu l'as mis ? Tu as dit oui, je l'ai mis. Ben vas-y, défoule-toi, c'est le moment. Mamadou Samassa, c'est l'un des attaquants les plus rennais du 21e siècle à l'OM. Et je pèse mes mots, il était nul. Et c'est un transfert que je ne comprends toujours pas à ce jour, parce qu'on le recrute du Mans, il n'est pas titulaire au Mans. Ouais, derrière Toulouse Demelo, et je me rappelle plus, c'était pas le Brésilien. Non, Graffité, mais il était déjà parti, Graffité à Wolfsburg. Mais bref, on le récupère du Mans, parce qu'il est remplaçant au Mans et monsieur ne supporte pas son statut de 3e, 4e attaquant au Mans. D'ailleurs, c'est même le président du Mans qui le dit lors de son départ. Est-ce que tu te rappelles qui vient remplacer à l'OM, Mama ? Non, tu me poses une colle. Parce que dans les derniers jours du mercato de l'été 2008, c'est Djibril Cissé qui s'en va parce qu'il s'embrouille avec Guéret et Pape Diouf. Putain. Et du coup, on perd Djibril Cissé parce que Cissé n'est pas content d'être derrière Bakikone et Niang dans la hiérarchie. Du coup, il s'en va.
Et on se retrouve dans les 3 derniers jours du mercato à se dire il nous faut un attaquant. Et la panique et les réseaux de notre grand directeur sportif de l'époque font qu'on se retrouve avec Samassa. Vas-y, je te laisse continuer. Non, c'est... Et je me rappelle un peu de sa conférence de presse de présentation. Feu Pape Diouf, que j'adore, il a fait une petite erreur. Hein. Il dit ouais, c'est un espoir, machin et tout. Bon, il s'est peut-être basé sur son statut d'international espoir parce que oui, Mamadou Samassa était international espoir français. Il avait même mis 2-3 buts à ma très grande surprise. Mais franchement, je sais pas si vous vous souvenez de lui, mais il était extrêmement mou. Quand il contrôlait un ballon, il mettait 1000 ans pour enchaîner. Il avait rien, je sais pas, pareil, quelle qualité il avait. Il était grand de taille, il était pas bon de la tête. Il était pas costaud, il allait pas vite. Balle au pied, il était pas bon. Je sais pas quelle qualité lui trouver, franchement. Il était vraiment très, 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 très mauvais. Après, et le pire, c'est qu'après, il part dans un club de Serie A. C'est ça qui m'a rendu ouf. Comment un club de Serie A peut miser sur lui tellement il était mauvais. Après, une grosse saison à 7 buts, je crois, en Ligue 1. C'est fort possible. Je crois que c'est ça. Hein. Mathieu a mis la page sur Corway, donc on peut aller voir. À combien tu dis, Marwan? 17 buts, sa meilleure saison en Ligue 1. 17 7 buts avec Valenciennes. Ah voilà, c'est incroyable. Sinon, c'est que des saisons, c'est 4 buts maximum. Par contre, le bon côté de sa nullité lors de la première partie de saison 2008-2009, c'est que ça a poussé l'OM à vouloir recruter un attaquant en janvier, parce qu'il est vraiment éclaté, et ce qui a fini par ramener Brandao. Parce que si Samassa avait rempli les attentes, on n'aurait pas ramené Brandao. Tu veux dire qu'on est à 2-3 buts près de Samassa de ne jamais avoir vécu une Inter OM 2012 C'est fou ça. C'est fort possible. Non, je pense qu'à l'été il s'en va quand même, mais bon, c'est peut-être pas Brandao qui vient, quoi. Je sais pas. Aïe. Des fois la vie, hein. Tu sais, en 2004, j'allais faire un parallèle avec la NBA, mais laisse tomber, vas-y. Non, là, tu vas taper. Non, laisse tomber. Déjà d'ailleurs, on s'excuse pour les petits problèmes techniques. On voit que vous nous dites dans le chat qu'il y a des petits soucis de. Donc, désolé déjà. Et puis, si vous avez manqué des parties, n'hésitez pas à l'écouter en podcast. Hein. Vous savez que c'est toujours dispo rapidement après l'émission grâce au talent d'Idriss. Toujours très prompt à mettre tout ça sur les supports. Les gars, quelque chose à rajouter sur Samassa? Je pense que c'est un des joueurs qu'on peut vite zapper. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui, les gars? Franchement, il était rien contre lui, mais c'est un problème de niveau. J'insiste. Mais là où, par exemple, Alessandrini, etc., Radonjic, il y a d'autres raisons. Là, c'est juste un problème de niveau, c'est tout. Il avait rien à faire là. Il avait rien à faire. Ça. On en avait parlé avec. Sympa par rapport à son niveau, c'est ça qui me rend dingue. Moi, je comprends pas. Ama, il est rempli de haine. Ama, il digère pas son passage au Kievo Vérone, là. Non, mais vraiment, j'ai rien contre lui. Peut-être que c'est un mec très sympa dans la vie, mais footballistiquement, comment il a pu avoir une carrière comme ça? Parce qu'en plus, au-delà des clubs, genre, il est international malien, il a bien une quinzaine de sélections de mémoire. Donc, 20 matchs, 6 buts. Voilà. Je suis très étonné, vraiment. 6 matchs, 4 buts en espoir. Je me rappelle il marque contre Lille au Vélodrome, dans un match où on perd 2-0, on revient à 2-2, il marque le but du 2-1. Donc le mec, premier but de la saison, il est éclaté, il marque son premier but, il va devant le virage nord, il fait une chute. Voilà. Amadou Samassa. Voilà. Non mais c'est la mode, hein. T'as plein de joueurs qui se mettent dans cette mentale-là, on me déteste, mais c'est que du foot, hein, mais footballistiquement, Radonjic quand même. Hein? Radonjic, c'était le roi. Ouais, c'est vrai. Premier truc qu'il fait, il a 19 célébrations qu'il a envie de faire. La première qu'il a envie de faire, c'est les oreilles, le shoot. Il veut toutes les faire en même temps. Il y a des joueurs qui ont besoin de ça, de se sentir dos au mur, de se sentir détesté pour performer. Quand t'es Michael Jordan ou Kobe Bryant, pas quand t'es Mamadou Samassa ou Radonjic. C'est ça qui est incroyable. Quand tu as envie de te galvaniser par la haine des autres, c'est quand tu es un grand joueur. Regarde Zlatan, c'est l'exemple qu'on prend souvent, que les autres joueurs prennent souvent. C'est que Zlatan, lui, plus un stade le sifflait, plus il avait envie de se chauffer pour les faire taire. Mais parce qu'il était en capacité de le faire. Samassa, il est en capacité de faire quoi? Même au 5 des South Losers le vendredi soir, il n'a pas sa place. Tu penses qu'il a pas sa place chez nous? Franchement, Nakata, il est meilleur. Après, ça reste un pro quand même. Il joue au Luxembourg, là, d'ailleurs, il n'y a pas le droit, si vous voulez un peu des nouvelles. Il joue au Luxembourg, Samassa. Ouais, c'est la même saison que Tyrone Mirzalan. Les gars, quelque chose à rajouter sur Samassa? Rien, et même sur celui d'après, on va aller très vite. Oui, je pense que sur celui d'après, on va aller très vite. Le 16e de ce classement. Donc je l'ai sous les yeux. Je suis désolé si je prends un peu de temps parce que mon fichier PDF bug et j'arrive pas à voir à chaque fois qui l'a mis où. Tu l'as mis 11e toi, Idriss.
Ama, il est 16e chez toi, il était 23e chez moi. Et Merwan, effectivement, tu l'as pas mis. Le 16e, il s'agit de Philippe Christenval. Là aussi, qui est arrivé un peu comme ça. Bon, non, peut-être pas comme ça, mais avec le costume d'espoir du foot. Même par Monaco, etc. C'est un monstre. Même plus que Samassa. C'est le futur du foot français, Christenval. C'est le futur du foot français, exactement. 1 an ou 2 ans avant, il a acheté 17 millions d'euros par le Barça. 17 millions d'euros, je le rappelle encore une fois, comme dans l'épisode précédent, c'est pas 17 millions d'euros de maintenant. Tu peux faire x3, x4 dans l'esprit. Genre, c'était le prospect européen à son poste. C'était le futur Laurent Blanc. Oui, on en parlait en ces termes. Il est dans l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2002, si pas de bêtises. Je crois qu'il y est même. Il est acheté par le Barça, et le Barça, tellement ça marche pas, il résilie son contrat. Il avait 3 ans de contrat encore avec le Barça, ils lui disent de partir. C'est pour vous dire à quel point, déjà sa carrière commence à décliner au bout d'une saison avec le Barça, mais mine de rien, on le rapatrie, on se dit, ça n'a pas marché au Barça, le contexte, etc. Mine de rien, ce mec, il coûtait encore il y a 2-3 ans 17 millions d'euros, il est en équipe de France, on le ramène pour remplacer le Bœuf, on parie sur lui. C'est lui le taulier, c'est lui qui va tenir notre défense. Et ça a été un flop monumental. Il arrive pour la saison de retour en Ligue des Champions, le même été que Drogba, Mido, Vachusek, tout ça. Oui, d'ailleurs, la photo, ils posent tous ensemble pour je sais plus quel magazine, c'était très drôle, ça aussi. Mais bref, il arrive pour être le taulier de la défense, pour remplacer le Bœuf. Je crois qu'il y a même certains matchs où il porte le brassard de capitaine. Et au final, ça fait partie des joueurs dont les déclins commencent très très tôt dans leur carrière, malheureusement. Et on a subi les conséquences, entre guillemets. Ouais, et Don Popol qui nous dit futur Lolo Bianco. c'est vrai qu'on en parlait énormément de lui, de son arrivée, de son éclosion, notamment à Monaco, les gars. Et ça a été une déception incroyable. Dans l'esprit de tout le monde quand l'OM le récupère après Monaco, et croyez-moi, après Barcelone. Après le Barça plutôt. Quand Barcelone le résilie, il a un paquet de clubs aux trousses, dont Lyon, qui à l'époque était le grand Lyon qui gagnait tout. Et le gars choisit de venir à l'OM. Et pourquoi il a sa place dans le top? C'est déjà qu'il a été éclaté. Et parce que, rappelez-vous, au début de la saison 2003-2004, on se disait, on a une charnière centrale Christenval Van Buiten, on est tranquille cette saison. Tu vois? C'est que l'OM a brisé sa carrière. Brisé. Il ne se passe rien après l'OM. Il va à Fulham, mais... Le foot ne l'intéressait plus. Il a perdu tout goût au football. Il l'a raconté. Il dit le foot l'intéressait plus, il le dit dans une interview dans le vestiaire. C'est pas juste le mec, il allait au travail, il disait j'ai plus envie. C'est que vraiment l'OM, c'est pas juste lui, c'est l'OM l'a écœuré du foot pro. C'est tout le club, la ville, il n'y avait rien calé. Il s'est retrouvé vraiment dans un environnement impossible pour lui. Et il a tout lâché. Et j'avais raconté un jour cette anecdote je sais plus si c'était en émission ou bref. Moi, il vit sur la Côte d'Azur parce qu'il travaille pour l'AS Monaco. Et moi, j'ai fait mes études à Nice et je l'avais rencontré dans un cadre de rencontre entre anciens sportifs et journalistes, histoire d'eux. Et je lui parle de son passage à l'OM et clairement, le gars me coupe et me dit « Je ne veux pas parler de mon passage à l'OM, merci, autre question. » D'un coup. Je dis « Ah ouais, à ce point quand même. On est à ce point. Ça veut dire que là, à l'époque, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'article à faire, les propos n'allaient pas sortir de la pièce. C'est juste, il me coupe la parole et il me dit « Je ne veux pas parler de l'OM. » Point. Ouais, traumatisé. Quoi. Je dis, ah ouais, quand même, on a brisé mentalement ce gars. Après, ça commence avec le Barça quand même. Oui, la période de l'OM est difficile, mais je le répète, un club qui te résilie ton contrat alors que tu en as encore 3 années à honorer, je pense que ça passe très mal, surtout quand tu es affublé du statut de grand espoir du football français. Ama, tu as raison, à une seule exception, c'est que le Barça de l'époque voulait justement faire machine à laver de tous les Français, de tous les Néerlandais qu'il y avait dans l'effectif. Et du coup, ils avaient résilié un paquet de joueurs, dont Christenval. Mais Christenval, c'est vrai que c'était peut-être le plus cher parce que lui, il venait d'arriver. Il avait le statut de grand espoir, mais il y avait pas mal de joueurs qui étaient passés par là aussi. Avant de passer au 15e, je me permets de lire cette question de Woody Woods dans le chat. On n'est pas obligé, mais c'est pas grave.
Amaïs, as-tu déjà embrassé le crâne d'Idriss en pensant que c'était une boule de cristal et que ça allait te rendre riche et célèbre? Je ne sais pas pourquoi cette question a été posée, Woody. Parce que je dois le rejoindre après l'émission et qu'il a envie de me casser les couilles. Oui, voilà. C'est un ami d'Idriss, ok, tout s'explique. Les gars, on passe au 15e. Je pense qu'on a assez dit sur Christian Val. De toute façon, là, tout a été dit. Hein, il mérite sa place complètement, franchement. Voilà, il mérite sa place, oui. Il mérite sa place, tout à fait. Il remplit les critères. Les gars, on passe au 15e. Et la 15e, peut-être. Ouais, ça va aller vite. Hein. Dans ce classement, dans ce flop 30, celui qui a la plus grande carrière, je dirais peut-être. Avec peut-être 2-3 gars dans le top 10. Ouais, il y a un gars dans le top 5 quand même. Oui, t'as le 5, le 8 qui ont de grandes carrières, le 2 aussi qui fait sa belle petite carrière. Mais oui, il est quand même pas mal. Non, lui c'est pas mal, mais bon, on a une légende d'un des plus grands clubs du monde dans le chat, dans le flop. Tout à fait. Il est dans mon classement, moi je l'ai mis 11e, 14e chez Ama. Merwan, il a mis 12e. Et toi, Idriss, tu ne l'as pas mis. C'est surprenant. Oui, je trouvais un peu dur. Je pensais que tu le mettais. Ah, si, quand il mérite. Hein. Il mérite. Franchement, il mérite. Non, mais je vous comprends. C'est Fernando Morientes. Fernando Morientes qui débarque à l'été 2009 sous Deschamps. Qui le tient en haute estime depuis son passage à Monaco, on s'en rappelle tous, l'épopée monégasque, etc. Mais Morientes qui va, dans l'aventure à Marseille, va tourner court. Hein. Un seul petit but, encore un but contré 50 fois à Valenciennes. Où on perd en plus. Oui, en plus on perd, ouais, c'est vraiment un but en bois. Idriss, déjà, avant de parler de pourquoi on l'a mis, pourquoi tu l'as pas mis? Parce que pour moi, quand il arrive, j'ai pas beaucoup d'attentes en fait. Après, je parle de moi, j'ai peut-être pas la bonne mémoire pour penser à ce que les gens disaient. Mais pour moi, quand il arrive, il est déjà cramé. On est en 2009. On rappelle que le gars, il est dans le game depuis pas mal d'années. Qu'après Monaco, il n'a pas fait une seule bonne saison. Peut-être une petite vite fait à Valence et encore. Donc, j'en attends pas grand-chose. Pour moi, c'est juste Deschamps qui veut recruter un mec d'expérience pour encadrer un peu le groupe. Au final, ça marche pas, mais j'en attendais pas beaucoup. Et en vrai, il a pas souvent été titulaire. Donc... franchement, non, pour moi, oui, après, quand vous l'avez mis, j'étais pas contre non plus, je lui mérite quand même sa place, parce que c'est quand même un grand nom, mais j'en attendais pas grand-chose, vraiment pas, donc c'est pas grave. C'est pas que tu attends pas grand-chose, c'est qu'en fait, il a tellement un pédigré incroyable quand il arrive, attaquant du Real Madrid. Il y a des grésillements, les gars, il y a des grésillements, je sais pas d'où ça vient. Pas moi. C'est peut-être moi, j'avais mon téléphone prêt, c'est peut-être moi, je m'excuse. Donc je disais, il n'y a peut-être pas une grosse attente parce que tu sais qu'il est vieillissant, etc. Mais quand même, le statut du gars, Real Madrid, Liverpool, quand même, double vainqueur de la Ligue des Champions, il fait finale avec Monaco en 2004 où c'est le meilleur joueur de l'équipe, on aime bien Juli, mais c'est quand même lui le meilleur joueur de l'équipe. Il fait Valence, il a un passage à Liverpool derrière. 47 sélections en équipe d'Espagne, 47 sélections et 27 buts. Hein. 27 buts. Non, mais c'est un des grands noms, mais 10 ans avant. Début des années 2000. Pour moi, en 2009, c'est déjà fini depuis 3-4 ans déjà, Morientes. Oui. Parce qu'à Valence, il était derrière Villa. Franchement, j'en attendais tellement rien. Pour moi, c'est juste Deschamps qui veut dire un pote, en fait. Donc, Non, moi, j'attendais pas à ce qu'il marque 30 buts. Non, mais qu'il apporte un minimum, Morientes à l'OM. C'est vrai qu'il c'est un flop complet. Il a servi à rien. Il avançait pas. Je crois qu'il finit même pas la saison. Je crois qu'il est résilié et tout. Je crois qu'il. Là, le salaire qu'il a dû prendre en plus. Ah oui, non, mais à l'époque, Dacier, il arrive. Dacier, il arrive, il dégaine. C'est incroyable. Ça devait être incroyable. C'est contre Valenciennes, non? Oui, un but éclaté au sol. En plus, non, Morientes, je suis désolé de parler comme ça de lui alors que ça a été un grand attaquant, mais c'est l'un des pires attaquants de l'OM au XXIe siècle. Il n'y a pas photo. Il n'a rien fait de bon. Et même lui était lucide. J'ai retrouvé une interview de Flo Germain à l'époque. Au bout de 6 mois, lui-même, il dit oui, je suis très déçu de moi-même. En gros, je viens à l'OM pour me prouver à moi-même que je peux encore performer au haut niveau et je vois que c'est pas le cas. Au moins, il a été lucide, quoi. Ouais, bien sûr. Le seul moment sympa de son passage à l'OM, c'est la photo là que t'as mis Idriss sur le chat où on joue contre le Real et il est acclamé par Bernabeu. Voilà. Je crois que c'est le seul moment sympa de sa carrière, de son passage à l'OM, je veux dire. Hein. Franchement, rien d'autre à signaler. Merwan, quelque chose à rajouter sur Morientes? Non, mais en fait, moi, tu vois, j'étais assez jeune à ce moment-là. Et quand il arrive, je me dis Morientes, c'est le Real, c'est le début des années 2000, c'est l'équipe d'Espagne. Et je me dis, vas-y, Deschamps le ramène, c'est que Deschamps doit savoir, tu vois. Mais finalement, tu arrives et j'ai le souvenir d'un mec qui avançait pas.
jamais dans le coup, hors timing. Et symptomatique, c'est ce but à Valenciennes, là, où je crois que tu as un cafouillage et il avait plus qu'à la remettre dans le but vide. Je crois que le gardien est à terre. Et en fait, tu as un mec, si tout n'était pas servi devant lui, et encore, il servait complètement à rien, et il prend sa retraite derrière, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, lucide. Merci, au revoir. Gros flop. Déception, Samir apporte une info dans le chat que du coup j'avais oublié. Je pensais qu'il avait été résilié dans la saison, mais il dit qu'il finit la saison. Il est même sifflé lors de la présentation du trophée à la mairie en fin de saison. Putain, c'est dur ça. T'es content, t'es en fait, tu fêtes le trophée de champion, le titre de champion et tu siffles. Tellement marseillais. Je suis incapable de vous dire s'il est titulaire au Bernabéu ou pas, quel match il a vraiment. Non, il rentre en jeu. Vraiment, moi son passage, il est pour moi anecdotique. Mais après, je vous comprends. En vrai, moi je comprends que vous l'ayez mis, c'est juste que pour moi c'est du vent complet son passage. Allez les gars, on passe au suivant. Il nous reste, on va essayer de boucler ça en un quart d'heure là pour les 4 suivants. Ouais, les autres ça va aller vite, je pense. Les autres ça va aller vite et le 14e, je vais me permettre de te lancer toi, Ama, dessus. Puisque tu es le seul mec de Marseille à avoir floqué son nom. Et en plus, c'est toi qui l'as mis le plus haut dans le classement, puisque tu l'as mis 8e. Moi, je l'ai quand même mis 10e. Et je sais pas si Merwan, Idriss, vous l'avez mis. Idriss, tu l'as mis 27e, toi. Ouais, tu l'as mis 27e, mais Merwan, tu l'avais pas mis. Le 14e de ce flop 30, c'est Matheus Doria, les gars. Matheus, qui arrive, l'avenir du Brésil, comme l'a présenté l'OM à sa signature. Eh bien, Ama, c'est ton moment. Vas-y, on t'écoute. Comme Cuisance t'a trahi, moi, Matheus Doria, il m'a trahi, tout simplement. Je l'ai déjà raconté, mais je le raconte. Donc, comme vous le savez, avec Mathieu, on travaille au tournoi Maurice Révélo, feu tournoi Toulon. Et Doria avait gagné ce tournoi avec l'équipe nationale du Brésil. Il formait une charnière centrale avec Marquinhos. Et le capitaine de l'équipe nationale du Brésil était Matheus Doria, pas Marquinhos. Et il avait été monstrueux. Donc, du coup, moi, quand je le vois arriver à l'OM, je dis à tout le monde, Doria, j'ai vu jouer, vous allez voir, c'est un monstre. En plus, regardez, il a déjà touché l'équipe nationale A. Il y avait plein de recruteurs qui le voulaient. Et finalement, il signe à l'OM, vous allez voir, etc. Et au final, il a été bidon. Alors certes, Bielsa le quart. Faut se souvenir de ça quand même, même si j'adore Bielsa. Bielsa le quart totalement. Mais après, même quand il joue, c'était dur, il était lent, etc. Même si là aussi, il a encore d'autres circonstances atténuantes, en plus de son manque de temps de jeu. Parfois, quand il jouait, il utilisait arrière-gauche. Quand on voit le physique qu'il a, ça n'a aucun sens. C'est incroyable contre Lyon, non ? Ah ouais, mais moi, c'est pour ça que je l'ai mis aussi bas pour moi. Mais entre-temps, je crois qu'il est prêté en Espagne, non ? Avant ce match contre Lyon, il est prêté la saison Mitchell, il est prêté. Je sais plus où, mais il est prêté. Il joue à Granada, je crois. Ouais, je vais vérifier ça. Parce que j'ai le souvenir d'un match à Granada justement où il joue contre le Barça. Je me dis je le regardais jouer. Et il n'est pas bon non plus, tu vois. Donc je sais pas, je sais pas quoi dire. Que je pense vraiment que il avait des qualités. Après, d'ailleurs, son passage le montre au Mexique, même si Idriss méprise la Liga Mex, mais tu vois, c'était pas un mauvais joueur, mais c'est juste qu'à l'OM, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que le fait de ne pas se sentir désiré par son coach ça fait mal, l'a plombé mentalement, mais c'est vrai que c'est un sacré flop, surtout que, comme tu dis Mathieu, on l'a annoncé comme l'avenir du Brésil, à tort ou à raison, chacun se fera une idée. Tout à fait, prêté à Grenade. C'était ça. Et également au Yeni Malatyaspor en Turquie et à Sao Paulo. C'est drôle ça. Et là, je vais m'apercevoir d'une chose. C'est qu'il arrive de Botafogo et ça me fait penser à un espoir brésilien qu'on a recruté il y a 2 ans, qui arrivait aussi de Botafogo et qui file le coton également. Ouais, et j'ai peur qu'ils prennent le même chemin, notre ami Louis. Et ouais, les deux, on les affuble de quelque chose. Mais après, à la différence de Luis Enrique, Doria, j'insiste encore, c'était un taulier de l'équipe espoir. C'était le crack FM en plus. C'était le crack FM. Oui, c'est vrai. Il était très bon jeune et même il était bon dans le championnat brésilien. Après, en Europe, il n'a pas été bon. Voilà, encore l'importance du contexte, c'est que quand tu arrives, rappelez-vous, l'OM vend Lucas Mendes pour faire de la place à Doria. Donc vend Lucas Mendes 5 millions, reprend Doria 5 millions derrière. Des petits trucs de la brune dans le dos de Bielsa. Et Bielsa le prend tellement mal parce que le championnat avait déjà commencé et que lui, il trouvait que l'effectif était déjà bancal, il voulait plus de changement. Qu'il dit à la brune, tu m'as ramené un joueur, et rien que pour ça, il jouera pas de la saison. Et Bielsa, dans toute son algérianité refoulée, ne le fait vraiment pas jouer de la saison. Même rappelez-vous ce match contre Nice à l'Alliance,
où il y a Mendy qui est suspendu, il y a pas Nkoulou, bref, il y a plein d'absents, il y a pas Fanny, et on se retrouve à mettre Djadjedji arrière gauche, Lemina arrière droit, avec une défense centrale Morel Aloé, avec l'argument de Bielsa en plus qui est bon, où il dit pourquoi vous voulez que je fasse jouer un joueur qui n'a aucune expérience en Ligue 1 alors que depuis le début de saison, à chaque fois qu'on fait appel à Aloé, il est bon. Vous voulez pas avoir un jeune de votre centre de formation jouer? Et à l'époque, je me suis dit, il a pas tort. Oui, après, Doria, c'était un outil. Oui, non, mais après, je comprends. Pour se faire bien ça, on le sait aussi. Non, mais après, le truc, c'est que je me disais, pour une fois qu'on a un entraîneur qui fait jouer un mec du centre, au final. Non, mais en soi, oui. Doria, je pense vraiment qu'il avait des qualités. On l'a vu la saison du rachat, parce que la saison Mitchell, il joue pas non plus. Et avec, vous savez, on vous l'avait dit FC qui disait s'il était si bon que ça, regardez, Mitchell l'aurait fait jouer. Ben non. Parce que le gars, mentalement, il arrive en Europe. On connaît la fragilité mentale des Brésiliens. Il est jeté comme ça dans le bif entre La Brune et Bielsa. Le mental suit pas. Et puis, la saison du rachat, il fait des matchs qui sont pas forcément toujours mauvais. Et après, à maladie, quoi, il est placé latéral gauche. Dans l'axe, il y a Fanny qui revient. Donc, on part sur Fanny Rolando. Tu joues avec une défense centrale qui a 44 ans de moyenne d'âge. T'arrives pas à faire ta place. En fait, il y a tout du flop complet pour Doria. Mais après, voilà, son match contre Lyon me l'a fait descendre. Comme le dit Merwan. C'est qu'au départ, moi, il était top 15. Avec la célébration, les gars. La célébration Salbé. Oui. Avec, je me rappelle, le vrai Salbé, donc Nusret, qui le met sur son compte Insta. Parce que c'était un des premiers à l'avoir fait, c'était magnifique. Mais comment un mec si placardisé peut se permettre d'avoir une célébration aussi exubérante? C'est drôle quand même. C'est vrai. Parce qu'il se dit c'est mon moment, c'est mon moment. Non, il s'est dit il y aura plus de monde comme ça. Et puis le fait est qu'il ait une tête d'Algérien aussi me ramène beaucoup de sympathie pour lui. De rien, il y a pas d'Algérien. Regarde la photo que je viens de mettre. Là, il a une tête à s'appeler. On vient pas de la même Algérie, je crois. Il a une tête à s'appeler Nessim quand même. Il y a pas de secret. Bon bref, on a d'autres joueurs à parler. On passe au 13e, on conclut sur Doria, 14e de ce flop 30. On passe au 13e. Et on reste en préféré. C'est mon préféré, je le dis, de tout le top 30, c'est lui mon préféré. Lui aussi, comme Alessandrini, fait l'unanimité puisqu'il est 7e chez Idriss, très haut classé. 26e chez moi, 27e chez Amaïs et il est 23e chez Merwan. Il s'agit de Koji Nakata. Koji Nakata, donc 13e du classement. Là aussi, les gars, on est sur du bon défenseur, là. Franchement, d'ailleurs, je viens de voir que quand il quitte l'OM, il signe au FC Bâle. Voilà, pour la petite. Et qu'il reste un petit moment, non, je crois. Hein. Ouais, il fait 80 matchs, même. Ouais, il fait sa carrière, il me semble. Par contre, c'est une légende du Kashima Antlers. Hein. Il a dépassé les 300. Ah, ben on l'embrasse. Gignac, il a sa place là-bas ou pas? Non. Mais du coup, là, le match de jeudi, là, c'est un Nakatiko. C'est un Nakatiko, c'est ça. Lance-le sur Twitter, comme ça tu vas avoir des retweets. Tu vas pas devenir mon CM1 matin, bon. J'ai décidé comme ça, moi. Idriss, pourquoi c'est ton préféré? Ah, mais parce qu'il était trop drôle. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il était nul. Je pense qu'à part un autre défenseur un peu italien qui viendra dans le dernier épisode du top, je pense sincèrement que c'est le joueur le plus nul qui ait porté le maillot de l'OM. C'est que si le seul critère de ce top c'était le niveau, il serait numéro 2 sans aucune contestation possible. Il était éclaté au sol. Déjà, regardez il a fait une 50aine de sélections avec le Japon. Mais je m'en fous, arrête de me prendre les sélections éclatées comme référence. Oh là 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 là, je les embrasse le Japon. Merci pour Hidetoshi Nakata et Hiroki Sakai, mais vous êtes éclatés. Je suis sur sa fiche Wikipédia. Je vous lis une phrase. Selon une enquête effectuée par le magazine France Football, Koji Nakata figure parmi les pires recrues de l'histoire de l'Olympique de Marseille, devançant au passage Ronald Zubar et Christian Riménez, entre autres. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est énorme. Mais regardez la photo de présentation, c'est Philippe Troussier qui le ramène. C'est le futur du foot japonais. On a ramené Mais ta gueule, Philippe. Le mec, il a marqué 3 buts. Il marque 3 buts contre son camp, dont un but contre son camp au Vélodrome contre Paris. Il oublie des ballons. Oui. Oh là 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 là. Il était nul. Et en plus, on te le présente. Il peut jouer central et latéral gauche. Mais ta gueule, Philippe. Jean Fernandez, il l'essaye. Il est titulaire contre la Corogne. Dès qu'on peut s'en débarrasser, il dégage. Il se faufile de justesse dans ce classement parce qu'il a fait 15 matchs. Hein.
Il a fait le minimum. Oui. Non, mais crois-moi, s'il en avait joué 11, j'aurais dit la limite, c'était 11. Il fallait qu'on aurait mis la limite à 10 matchs. On a repoussé la limite pour un qui viendra plus tard. Mais s'il avait fallu mettre la limite à 10, rien que pour qu'il y soit, il aurait été. C'est franchement, vraiment, en termes de niveau, c'est le pire joueur, parce que l'autre n'est pas un footballeur. Mais c'est vraiment le pire joueur que j'ai vu jouer à l'Olympique de Marseille. Puis même le truc à Saint-Etienne, quoi, sous la neige. C'est que je le raconte souvent, mais c'est moi, 2004-2005, c'est ma première année en tant qu'abonné au stade. Donc je vis tous les matchs hyper intensément. Vous le savez, quand vous êtes jeune et que vous allez au stade, le match il dure pas 2 heures, il en dure 8. Parce que tu t'imprègnes de toutes les informations, de tout ce qui se passe autour de toi. Et Nakata, j'ai rien qui me vient. Rien, c'est qu'il a été vraiment éclaté. À part Saint-Etienne, j'ai pareil. Oui, c'est le seul truc que tu te souviens de lui. Et son but contre Paris, contre son camp. Quand t'es petit, t'as la mémoire en flash. Et le seul flash qui me vient avec Nakata, c'est cette passe à Saint-Etienne. Il est passé dans Vidéo Gag. Mais vous vous rendez compte, Vidéo Gag en 2004, ça veut dire que c'était déjà la fin. Les mecs, il y avait Bernard Montiel, il était là en train de se dire les joueurs japonais à l'OM et ils se sont foutus de nos gueules. C'est grave quand même. Bernard Montiel, frère. Est-ce qu'il présentait encore Vidéo Gag, Bernard Montiel? Oui, c'est possible. Il est éclaté. Il est éclaté. Vous vous rendez compte, nous demande ça se joue avec Krupovieza. Il a pas joué assez de matchs, Krupovieza. Krupovieza, le problème c'est ça, c'est qu'il aurait été dans ce top s'il avait fait assez de matchs. Regardez, il oublie le ballon, mais de loin en plus. Pour moi, il y en a un autre dans le classement qui est concurrence aussi, mais on le verra, ce sera dans la prochaine émission. Mais pour moi, il y en a un autre qui est. Non, lui, il est même pas footballeur, lui. Lui, il est même pas footballeur. Allez, les gars, quelque chose à rajouter, on passe au suivant. Il nous en reste 2 là, avant la fin de l'émission. Plus rien sur la chaîne. C'est bon. Allez, on passe au suivant. Je l'ai assassiné dans les règles de l'art, là. Vas-y, pardon. Vas-y, non, si tu veux rajouter quelque chose. C'est juste pour dire qu'on avait fourni plus de highlights là pendant 5 minutes que lui pendant tout son passage à l'OM. C'est vrai. Les gars, on passe au suivant, au 12e de ce classement. Et là aussi, comme Mateus Doria, on était plein d'espoir, puisqu'on l'a vu au tournoi. Il a été très bon avec le Brésil. Et qu'est-ce qui nous a déçus? Il s'agit de Lucas Silva. Lucas Silva dans ce classement. Donc là aussi, je crois que tout le monde l'a mis, les gars. Idriss, toi, tu l'as mis 20e. Je regarde les autres classements. Moi, je l'avais mis 12e. Merwan, il était 21e chez toi. Ama, 20e. Lucas Silva, les gars, qui arrive en prêt du Real Madrid. On était bouillants. Rien que ça vaut sa présence au top. On était bouillants, les gars. On voit un petit crack brésilien prêté par le Real, en plus entraîné par Michel. On s'est dit, ça y est, c'est bon, on tient le nouveau Zé Roberto. Non, ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Les gars, comment définir le passage de Lucas Silva là? Déception. Ce qui m'a marqué, moi, c'est sa faiblesse, perso. Enfin, vraiment, genre, ça m'a fait de la peine parce que t'as l'impression qu'en fait, le mec était seul dans l'effectif. Genre, il était là, c'était vraiment une pièce rapportée, un mec qui s'est jamais intégré. Tu sens que c'était pas un mauvais joueur de ballon. Je sais qu'il a fourni quelques prestations, mine de rien, qui étaient assez correctes. Mais le reste du temps, qu'est-ce que c'était faible. Je crois qu'il fait 12 matchs en championnat, quelque chose comme ça, une dizaine de matchs. Il joue pas beaucoup en finale. Genre, il passe le 4 des 15 matchs difficilement. T'as quelques séquences, tu te dis, ok, c'est pas un mauvais joueur de ballon. Mais sincèrement, qu'est-ce que c'était faible. Et en plus, derrière, je crois qu'il a une histoire assez compliquée. Après des problèmes de cœur et tout. Et par contre, je crois qu'il a fait une carrière honorable au Brésil, donc ce qui montre bien que. Ouais, il s'en sort bien au Brésil. Hein. Il fait ça. C'est pas un joueur dégueulasse. Ouais, ben quand les joueurs te regardent jouer, c'est un peu plus facile, quoi. Non, mais rappelez-vous, le premier match qu'il fait contre 3 Bastia, où on gagne 6-1, là. Non, Bastia. Il fait un match. C'est 3 ou Bastia? Bon, bref, peu importe. C'est le match où on gagne 4-1 contre Bastia. Il fait un match vraiment très bon. Et on se dit, là, on tient un bon joueur. Non, je suis pas d'accord. Si. J'ai déjà raconté cette anecdote. Je crois que c'était dans un space, mais en fait, quand il arrive, moi, je l'ai vu au tournoi. J'ai vu des vidéos et tout. Je vois des avis de mecs qui l'ont vu au Brésil. Et je me dis, je suis hyper hypé, tu vois. Je suis en virage avec un cousin. Et le mec, il me dit, ouais, mais il vaut quoi? J'ai dit, bah écoute, on verra. Mais franchement, il alterne, je cours, je longe, joueur intelligent. Tu vois, un vrai relayeur moderne, tout à fait. Et écoute-moi, premier ballon qu'il a, il a le ballon dans le rang central, il veut faire un renversement sur la droite, le ballon finit en tribune. Mais pas de un peu, genre le ballon passe au-dessus de la tête du joueur ou quoi. Un dévissage en bonne et due forme. Alors, et regarde, non, ça j'explique, c'est le premier ballon. Il fait un bon match. J'en garde un très mauvais souvenir. Je te fais confiance, j'en garde un très mauvais souvenir. Voilà, mais par contre, sur tout le reste, rappelez-vous,
c'est que, bon, du coup, il vient pour remplacer Lemina, parce que Lemina s'en va dans les dernières heures du mercato, et du coup, il est recruté par Mitchell. Le gars est tellement nul que ça oblige l'OM à replacer Mauricio Isla au poste de relayeur, quand même. Oui, et qui était bon en plus. Qui était pas mauvais, bon quand même, c'est un grand mot, mais qui était pas mauvais, mais qui était en tout cas mieux que ce qu'on avait, c'est-à-dire Lucas Silva et Barada. Parce que Barada, c'est vrai qu'il a. J'ai fait la moyenne des classements assez vite, mais il aurait mérité sa place, hein, franchement. On va faire un épisode Barada. On va faire un épisode Barada. Dédié. Mais il était vraiment éclaté, Lucas Silva. Il réussissait rien. Et Merwan l'a dit, je pense qu'au-delà du joueur qui est déjà limité et faible, c'est que tu sens que lui, la saison Mitchell, qui était nocive en tout point dans le vestiaire, dans l'encadrement et au stade, ça l'a bouffé de l'intérieur et qu'il n'avait rien pour s'épanouir. Mais le problème, c'est que quand tu viens dans un club comme l'OM, tu es censé savoir te battre face à ça, surtout que le gars vient du Real quand même. C'est pas un club sans pression. Amar, rappelle-toi, comme Dorian, on l'avait vu au tournoi et il avait été bon. Hein. Oui, il avait été bon. Mais c'est pour ça que le football de jeunes et le football, comment dire, de club, quoi, de senior, ben c'est pas pareil. Quand tu brilles en jeune, ça veut pas dire nécessairement que tu vas avoir une grande carrière en club. Et ça, il y a des millions d'exemples. Mais là encore, comment dire, l'attente autour de lui était fondée. Genre, elle ne sort pas de nulle part. Il avait une réputation au Brésil. Le Real, s'ils mettent 15 millions sur lui ou je sais plus combien, ce n'est pas par charité. Mais c'est parce qu'ils ont vu qu'il avait des qualités. Mais pareil, comme Doria, c'est le genre de mec qui n'était pas adapté à l'Europe pour plusieurs raisons. Et ça arrive, c'est tout. Mais lui, il avait des qualités. Je te dirais pas que c'est un mauvais footballeur. Non, il s'est fait broyer, par la saison. Sa clause était de 500 millions au Real. Oh là là. C'est sûr de ça, Alan? Ça me paraît beaucoup. Cet article que je vous ai envoyé tout à l'heure, les gars, quand le club veut le virer au mercato d'hiver pour qu'il aille à Anderlecht. Ah oui, vas-y, raconte rapidement l'histoire. En fait, le club veut casser son prêt et le faire partir à Anderlecht qui était intéressé. Le joueur veut pas parce qu'il pense encore pouvoir s'imposer au club. Et du coup, avant d'aller à Montpellier, donc vu que Montpellier c'est à 1h30 de route de Marseille, ils vont en bus. Et avant d'entrer, il rentre dans le bus à la commanderie, et t'as la direction de l'époque qui rentre dans le bus et qui lui dit de dégager. C'est quand même fabuleux. Ouais, ça c'est chaud par contre. Qui lui dit sors du bus, soit tu pars, soit tu joues plus. Et je crois après, parce que du coup j'ai fait quelques recherches derrière et j'ai envoyé à des journalistes qui suivaient le club à l'époque, qui m'ont dit que c'est notre ami directeur sportif, qui est derrière a été recruteur au Maroc, qui s'est occupé de ça. Mais que c'est du coup Mitchell qui l'a remis dans le groupe pour la fin de saison, au moins pour pas le tuer mentalement, parce qu'il avait vraiment mal vécu cet épisode, quoi. C'est un peu humiliant en même temps. Ah oui, devant tous tes coéquipiers. Surtout quand tes coéquipiers c'est Cabella, Alessandrini, Nkoudou, tu sais, la première STMG du collège Jean Moulin de Marseille. T'as dit quoi, Merwan? On dirait vraiment Cabella, Nkoudou, Alessandrini, c'est vraiment un casting des anges. Hein. Franchement, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Et t'avais Rekik, t'avais des joueurs de merde quand même dans cette saison. Mais lui, c'est lui qu'on vient fixer à dire c'est toi qui sors et tout. Ah ouais, quand même. Surtout qu'en février, il y a déjà Fletcher. Oh là là, non, il y avait vraiment une équipe. Le grand Fletcher. Oh mon dieu, cette saison. Faudrait qu'on fasse une émission sur cette saison aussi. Non, mais pourquoi? On est bien là. Il en reste pas beaucoup en plus des émissions avant que le tournoi arrive et qu'on arrête. Donc non. Ah si, c'est drôle, franchement. Avec le recul. On en reparlera. On reparlera. Allez les gars, 12e Lucas Silva, on passe au 11e, le dernier de cette émission, et on vous réservera le top 10 pour le 3e. Et quel homme, lui aussi, ça y est, on commence à voir des joueurs qui font l'unanimité là. Il a été mis dans tous les classements. Je l'ai 7e chez Merwan, je l'ai 29e chez Ama, il était 21e chez moi, et toi Idriss, tu l'avais mis 13e. Il s'agit de Grégory Sertic qui vient conclure cette émission. Merwan, je veux t'entendre parce que là, tu l'as mis très haut, 7e. C'est le joueur Mediapart. Je pense qu'il y a un dossier qui va sortir pour emploi fictif. Là, sincèrement, hein, c'est incroyable. Il prenait 240 000 €, je crois. Quelque chose comme ça, 240-250 000 €. Ouais, c'est ça. Il a tout du transfert douteux. Pas un mauvais joueur à Bordeaux, mais toujours. C'est tout un joueur que tu dis putain, il est pas mal parce qu'en fait, il est moyen de partout, il peut jouer de partout, mais il est bon nulle part. Et c'était un peu ça, Grégory Sertic. Et le truc, c'est qu'il arrive, tu dis ok, pourquoi pas, sauf qu'après, tu découvres qu'il a le même salaire que l'agent que Rudy Garcia, qu'il est complètement carbo, parce que je crois qu'il a enchaîné pas mal de blessures. Ouais, en fait, il avait déjà les articulations sur la fin quand il arrive à l'OM. C'est pour ça que les agents de Sertic, qui sont donc les agents de Rudy Garcia, et qui avaient la carte bleue de Jacques-Henri Hérault dans la main pendant toute l'année civile 2017,
se disent qu'il faut lui faire signer un dernier contrat avant qu'un club se rende compte que les genoux vont pas bien. Parce que c'était Mathieu Grégoire qui nous avait raconté ça une fois. Sertic, il pouvait pas rester assis les jambes pliées pendant plus de 25-30 minutes. Parce que sinon, il avait de l'arthrose et il pouvait plus bouger. Donc en fait, même quand il allait au restaurant, il était obligé de prendre une troisième chaise. Il prenait une troisième chaise et il allongeait ses jambes parce qu'il pouvait pas rester assis. C'est un bout de pain, le mec, il est à l'air, il durcit. C'est incroyable. Et du coup, les agents ont convaincu Jacques-Henri Hérault que c'était une bonne chose. Et que du coup, Jacques-Henri Hérault, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a signé un contrat à 2 millions la saison. Sur 4 ans, bien évidemment, parce que sinon c'est trop beau. Et 3 ans et demi du coup. Et du coup, les agents de Sertic lui ont assuré une belle sortie. Et vu que l'OM avait de grosses ambitions, Sertic, il avait de très grosses primes. En plus de son salaire. 180 000 € par mois, je viens de regarder. Voilà. Ouais, et il avait... je crois que c'est ça, c'est du 2 millions à l'année. Et il avait des très grosses primes, notamment des primes de qualification en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que sur toute l'épopée 2018, c'est un des joueurs qui a pris le plus en primes de qualification tour par tour. Et quand l'OM se qualifie à la fin de la saison 2019-2020, donc de la saison du Covid, il est en fin de contrat. Il joue plus parce qu'il est à la cave depuis un an. Et c'est un joueur avec qui j'étais assez proche à l'époque qui me montre le groupe WhatsApp de l'équipe. Où en fait Sertic, le soir où la Ligue annonce que le championnat est figé, que du coup l'OM est qualifié en Ligue des Champions, excusez-moi, il envoie à tout le monde merci les gars pour les 100 000, parce qu'il avait une prime de qualification de Ligue des Champions de 100 000 €. C'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, juste avant de partir, il a eu un petit cadeau de départ. Mais franchement, c'est incroyable. Le gars reste quoi, 3 saisons, 4 saisons 3 saisons et demie. Et on l'avait vendu comme le Bonucci français. Il pouvait jouer derrière, faire des transversales et tout. Bon tireur de coups francs, on vous a dit. Ouais, beau tireur de coups de pied arrêté et tout. Il est nul. Le gars, potentiellement, il prend 3 millions d'euros net, d'accord, sur l'ensemble de son mandat à l'OM, parce que c'est un mandat, 3 ans et demi, il faut arrêter de gueule des gens. Il joue, je crois, 8-7-4 matchs. Ouais, j'en ai fait 8-7 et 4 matchs sur ces 3 saisons. Et il part à Zurich. Je me souviens en plus quand il a annoncé son transfert, t'as un responsable de l'OM qui me dit il est parti en Turquie à Zurich. Et là, il me fait non, c'est en Turquie, machin et tout. Le mec s'énerve, tu vois. Et vraiment rocambolesque. Voilà, des dédicaces au crâne chauve qui m'a dit ça. Je ne t'aime pas. Yanis, il a raison dans le chat. Yanis, il dit son match horrible à Guingamp juste avant la finale de ces 3 qui nous coûte le podium. Je me souviens de ce match. Il nous coûte les 3 buts. Il est dessus sur les 3 buts. Oui. Il est dessus sur les 3 buts. Parce que rappelez-vous, Rolando est blessé. Du coup, t'as Rami et t'envisages de mettre Luis Gustavo derrière. Et rappelez-vous, la crise de nerfs, c'est parce que Rudy Garcia veut pas mettre Camara en défense. Et du coup, on va à Guingamp avec Sertic et Rami. Sertic est éclaté. Et du coup, on met Luis Gustavo en défense centrale. Sombrero, il nous dit je vous écoute sur Sertic, le point serré. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Sombrero, mais tu sais pourquoi c'est énervant. En fait, tu lui en veux même pas à lui, presque. En fait, il symbolise la présidence héros, en fait, si tu veux. Toutes les conneries qui ont été faites à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'il a clairement sa place dans ce flop. On en avait parlé avec... tellement nul, mais il avait rien à faire là. C'était terrible. On en avait parlé avec Scipion quand il était venu, Adrien Mathieu, qui nous avait dit les Bordelais, alors qu'il était titulaire, c'était le capitaine, mais avait célébré son départ. Parce que déjà, il était en fin de contrat et on avait payé 4 millions pour les 6 derniers mois de contrat, donc merci JHE. Et les Bordelais avaient célébré son départ parce qu'ils se sont dit enfin quelqu'un l'a récupéré. Parce que Bordeaux se disait on va pas le laisser parce que c'est un gamin du club. Si jamais il finissait son contrat, il comptait le re-signer pour 1 ou 2 ans histoire de pas le mettre dans la merde. Mais il y a que l'OM qui est parti le chercher. C'est incroyable. Et regardez cette image que j'ai mis sur Twitch, même si c'est un amical, le gars quand même. Il a été capitaine. Ouais, capitaine de l'OM en amical, tout à fait. Donc voilà, Sertic 11e de ce flop 30. On a fini pour aujourd'hui, les gars. Une question très fournie. Je rappelle rapidement là, les joueurs qu'on a passés en revue aujourd'hui. Donc 20e Valère Germain, 19e Radonjic, 18e Alessandrini, 17e Samassa, 16e Christian Val, 15e Morientes, 14e Doria, 13e Nakata, 12e Lucas Silva et 11e Grégory Sertic. C'est une belle brochette là. Franchement. Belle brochette. Et là, le top 10, donc dans 2 semaines. Quoi vous dire, les 2 premiers ont fait l'unanimité quasiment. Je pense que vous devez peut-être avoir une idée d'ailleurs de qui sont les 2 premiers. On peut jouer à un jeu pour un peu teaser l'émission. Est-ce qu'on peut les donner dans le désordre?
Si vous voulez, je non, je trouve que non. D'accord. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs, je pense que les gens n'y auront pas forcément pensé. Je pense notamment au 10e, tu vois. Peut-être même le 3e. C'est pas si évident que ça, je trouve, le 3e, moi. Donc, gardons le suspense, gardons les gens en haleine un petit peu. On remercie tous ceux qui étaient là, d'ailleurs, Alan, Samir qui est passé, Lexington, Great Teacher, Don Popol, j'adore ce pseudo à chaque fois. Gros Nono, Sombrero, Yanis, merci à tous les gars. Pseudo très team pastis quand même. Un peu team pastis, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, mais vous êtes les bienvenus, le Pastaga Twitter. Merci à vous de nous faire rire tous les jours. Merci les gars, c'était encore une belle émission. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on n'a pas de thème encore. Hein. J'ai une idée, mais je vous en parlerai en privé. Ah, mais sinon peut-être un peu d'actu parce qu'on sortira d'un gros match quand même, donc d'une grosse semaine même. Entre Bâle et Nice. Une émission révolte des cyprès, hein, si on prend la foudre à Nice. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on n'annonce pas, mais on a une émission. Enfin, j'ai une émission en tête dans le tiroir. Je vous expliquerai après. Ben voilà. Et puis si tout se passe bien, espérons que tout se passe bien cette semaine. On verra. On vous tiendra au courant. Vous le savez comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur @passe-ton-ballon sur Twitter, à nous donner vos ressentis sur les émissions. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et bien on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et bonne semaine à tous et salut tout le monde. Ciao. Salut à tous.